Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Comme à chaque fois, je suis super excité parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, on va parler de deux trucs qui me passionnent dans la vie, à savoir l'entrepreneuriat et les podcasts. Parce que j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Laurent Brouat. Salut Laurent. Salut Pierre. Un grand merci d'avoir accepté. Alors Laurent, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, a été un entrepreneur successful. Voilà, il a créé une boîte. On y reviendra, notamment dans les RH, recrutement, tout ça. Donc déjà un sujet super intéressant. Et surtout aujourd'hui, alors il a une définition qui moi me plaît parce que je suis un vieux. Il se dit alors sur ton LinkedIn, c'est marqué le Pierre Bellemare de l'entrepreneuriat. Voilà, exactement. Et je trouve, moi j'étais un fan de Pierre Bellemare, tu vois, dans mes jeunes années, j'écoutais les histoires de Pierre Bellemare à la radio, etc. Et en fait, moi j'ai aussi découvert, enfin Laurent, je t'ai découvert surtout via ton podcast. On se le disait juste un peu avant d'enregistrer parce que tout simplement j'ai commencé à écouter l'épisode 1, puis l'épisode 2, puis etc. Et là, on voit aussi toute l'évolution que tu as pu donner à ça. C'est super intéressant. Donc voilà, autant de sujets qui, moi, m'excitent complètement. Alors, Laurent, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Eh ben déjà merci Pierre de me recevoir sur ton podcast que j'ai écouté avant même que tu m'invites, je précise, parce que souvent les gens font ce que j'appelle de l'écoute de complaisance. Je suis invité, je vais aller écouter ton podcast. Non, en l'occurrence, je t'ai écouté, j'ai écouté plusieurs épisodes. Donc, ce que je te disais, c'est que je trouve ta voix très radiophonique et c'est très agréable parce que je suis devenu un peu depuis quelques temps un fan des voix. Ouais. Et voilà, je trouve que quand tu rentres avec ton invité dans l'histoire de l'invité, c'est là où justement tu arrives à accompagner l'invité à accoucher de son histoire. Donc ta question c'était qui je suis. Et pour revenir au sujet, moi, ça va être long. Je sens que ça va être long. Non. Justement, je vais être très synthétique. Moi, je suis un entrepreneur. Et ma passion aujourd'hui, c'est de raconter les histoires des entrepreneurs en étant moi-même passé par ces étapes-là. Parce que tout le monde, aujourd'hui, sur LinkedIn, on est en train de mythifier l'entrepreneur. Avec mes histoires, moi, mon idée, c'est aussi de montrer les galères. Parce que souvent, avant de réussir, il y a beaucoup de galères, beaucoup de succès, voire des gros échecs. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, les sacrifices et les échecs. Et c'est ça que j'essaie de raconter sur mon podcast et mon média. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle « Il était une fois l'entrepreneur » et j'ai un média qui s'appelle « Inspire Média » sur lequel on retrouve les histoires qui sont à l'oral, mais en version écrite, puisqu'aujourd'hui, j'ai autant d'auditeurs que de lecteurs. Ah bon ? J'ai à peu près 8-10 000 auditeurs mensuels. D'accord. Et en lecteurs, j'ai à peu près entre 6 et 9 000 lecteurs mensuels aussi. Donc, tu vois, c'est quasiment ça, à ton avis, que l'écrit marche aussi bien ? Parce que y a des gens qui me disent j'aime pas les podcasts, j'aime pas l'audio. Moi, j'adore lire et en fait, je préfère lire tes histoires que de les écouter. D'accord, ok.
Et ça, je peux vous dire que, désolé l'expression, mais ça m'emmerde d'entendre ça quand je vois le temps que je passe à produire le podcast. Mais c'est toujours bien parce que je garde les gens avec moi, qui lisent ou qui écoutent l'histoire. C'est le plus important, c'est qu'ils soient chez moi, quoi. Ouais, complètement. Alors, on va rembobiner un petit peu. Laurent a 18 ans, il est où, il fait quoi et il se destine à quoi? Oh là là, Laurent a 18 ans. Moi, je suis breton. Ouais. Et je suis expatrié en Normandie. D'accord. Donc, j'ai fait puisque ton podcast s'appelle La Colle, oui. J'ai fait mon lycée et ma prépa HEC en Normandie. À Caen, pour être plus exact. Okay. Pardon. Mazel tov, super. Donc, tu sais vraiment ce que c'est qu'une colle. Tu les as subies, les colles. Ah ouais, je les ai subies. C'est pour ça que le titre de ton podcast me fait rigoler à chaque fois que je le vois. C'était une torture, je pense aux étudiants, là, une torture physique et psychologique, la colle. Mais c'est tellement... tu apprends tellement de choses, en fait. Tu apprends la démerde, même quand tu sais pas, tu essaies de broder. Alors, avec un prof de prépa, ça marche jamais, mais tu essayes quand même de broder. Et c'est un exercice où tu dois t'adapter en permanence, et c'est là où tu apprends le plus, quoi. Clairement. Donc si tu sais pas, tu essayes de montrer que tu sais, ça marche pas. Donc tu es obligé quand même de construire quelque chose. Et ce processus-là qui mélange adaptation et ne pas survendre, c'est vraiment le process de colle est le plus dur, mais le plus où on apprend le plus. Donc, parenthèse fermée. Donc, non, 18 ans, je suis un jeune homme paumé, je sais pas trop quoi faire. Ouais. Donc, je fais prépa HEC comme un ou deux collègues en me disant, OK, je sais pas quoi faire, je vais faire prépa HEC. Et tout ça pour te dire quoi? C'est que j'ai mis 35 ans avant de trouver ce que je voulais faire dans la vie. Ça fait un petit chemin quand même. Ouais, c'est ça. Ça fait un petit chemin. Ouais, mais en même temps, tout ce que tu as fait t'a amené à pouvoir... Tout à fait. te dire c'est ça que je veux faire. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les gens qui cherchent à savoir ce qu'ils veulent faire quand ils ont 18 ans, c'est pas grave de pas savoir ce que vous voulez faire. Moi c'est un processus et je vais faire ça fait toujours au film Karate Kid, c'est le chemin qui est le plus important que le but finalement. Et ça c'est j'ai un petit côté maître Miyagi. Ouais. C'est ça. Exactement. Donc voilà, non, j'étais un jeune paumé qui va dans une école de commerce, Cage, qui s'appelait ESC Bordeaux. Et j'ai suivi un cursus. Une fois que j'étais en école de commerce, comme la plupart des gens en école de commerce, j'ai a priori pas fait grand-chose. À part... Dis pas ça. Non, j'exagère. J'exagère pourquoi? Parce que j'étais sur des listes BDE et je pensais pas qu'être sur une liste BDE, ça prenait autant de temps et autant de travail. C'est bien, tu as vécu pleinement l'expérience école de commerce. Je te confirme. Et j'étais sur une liste BDE qui a perdu en plus. Ah, c'est la loose. Je te confirme. Et du coup, je me suis rabattu sur j'étais journaliste. J'écrivais sur le journal de l'école. Donc, tu vois, j'avais déjà il y avait un début de quelque chose, tu vois. Il y avait un début de quelque chose. Donc, c'est un peu comme Steve Jobs quand on écoute son speech de 2005 où il parle de sa vie. Il dit que c'est à la fin de sa vie où on commence à regrouper le puzzle. Mais c'est vachement difficile quand t'es... Connect the dots, tu vois. Connect the dots, exactement. Mais sauf que moi, même encore aujourd'hui, je suis encore obligé en permanence de connect the dots, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à écrire et à avoir une première envie de média. J'étais le mec dans les soirées qui écrivait sur ce qui se passait, ce qu'il voyait, etc. Ça faisait rigoler mes petits camarades. Qui du coup la craignaient. La poucave des soirées. Voilà, et ça me fait toujours marrer quand je reviens dans les écoles, quand je faisais des interventions pour les étudiants, puisque je suis revenu en école quelques années plus tard. Oui, mais comme prof et formateur. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, quand tu passes de l'autre côté de la barrière, c'est toujours un moment très étrange. La première fois, ça fait bizarre, je te confirme. C'est ça. Donc voilà, et moi, je fais aussi partie, probablement comme toi, de la dernière génération qui a dû faire son service militaire. Oui, monsieur. Amen. Et donc, quand tu dois faire son service militaire, soit tu te retrouves dans un centre un peu perdu en France à marcher dans la boue pendant une année et demie, soit tu trouvais un équivalent, tu allais à l'étranger bosser pour une entreprise française. Donc, VSNE. Alors, avant, ça s'appelait CSNE, maintenant ça s'appelle un VSN ou VSNE, je crois que ça a évolué. Et donc, moi, je suis parti au Brésil. Oh la vache.
pour France Télécom, qui est devenu en 2000 Orange. Moi, je suis parti à Montlhéry. Ça te parle, Montlhéry? Désolé pour toi. Quel salaud. Donc voilà, et en fait, le Brésil, c'était une période intéressante parce que... Pardon. Le Brésil, c'était une année où ils s'ouvraient au niveau des télécoms à la concurrence. Ah, d'accord. Ce qui explique que Orange arrivait sur le marché. Enfin, France Télécom arrivait sur le marché. Et mon boulot, c'était de faire des études pour savoir qui Orange allait racheter ou sur quel marché ils allaient faire des appels d'offres, en fait. D'accord, je comprends. Donc, je suis resté 2 ans. Je me suis éclaté, littéralement. Mais tu parlais portugais? En fait, j'avais fait un premier échange universitaire j'étais le premier à partir avec l'école de commerce à Sao Paulo. Ah oui, d'accord. Donc, je parlais déjà portugais, appris un peu à l'arrache. Je suis arrivé sans parler en cours et j'ai dû m'adapter. D'accord. Et c'est marrant parce que j'ai appris à parler portugais en lisant les pages de foot. Eh ben oui, forcément. Sur un truc qui t'intéressait. Voilà, exactement. Sur un truc qui m'intéressait. Donc, il y avait un journal énorme et je sautais toutes les pages d'avant et j'arrivais, tu sais, en général, le sport, c'est les 10 dernières pages du journal. T'as la télé et puis juste avant la télé, t'as machin et t'as le sport. Et donc, moi, je sautais les premières pages et j'arrivais à la page du sport. Et là, je lisais et c'est en lisant les pages de sport que j'ai appris le portugais. Génial. C'est marrant. Du coup, voilà, je me retrouve au Brésil dans les années 2000-2002 et... Putain, quand j'y pense, je vais être rapide là-dessus, mais quand j'ai arrêté France Télécom, Orange, j'ai décidé d'aller dans le nord du Brésil. Donc j'étais à Sao Paulo. Ouais. Donc pour ceux qui ont une carte dans la tête, le Brésil, grand pays. Sao Paulo, c'est plutôt le sud-est du Brésil. Et moi, je suis allé habiter pendant 1 an à San Luis. San Luis, ancienne ville créée par des Français, Saint-Louis, en version française, où j'ai racheté un lavage de voiture à 25 ans. C'est improbable. Et créer un bar. Trop bien. Ouais. Alors, parce que... Donc, ça veut dire aussi, là encore, des velléités d'entreprendre, je sais pas, peut-être de liberté aussi. Ouais, exactement. À l'époque, on gagnait relativement bien notre vie. Je crois que je gagnais 1 800 € en tant que coopérant. Ouais. Et le Brésil, juste au moment où on arrivait, a eu la monnaie dévaluée. Donc là où on était quasiment 1 pour 1, d'un coup on a triplé notre pouvoir d'achat et en l'espace de 2 ans, j'avais accumulé 10-15 000 € quand même. Mais attends, il y a un truc quand même un peu improbable. Comment tu te retrouves à acheter un lavage auto à San Luis? Parce que juste avant, j'avais fait le tour du Brésil en sac à dos pendant 2 mois et je suis tombé dans cette ville et en fait je suis tombé amoureux de la ville. D'accord. Je me suis dit, c'est génial, il y a une énergie, je sais pas comment expliquer, il y avait une énergie folle dans la ville et je me suis dit, bon allez, c'est bon, je tente un truc là-bas. Okay. Et je suis parti en voiture. J'ai traversé tout le Brésil en voiture à l'époque. Donc avec un pauvre téléphone, avec des routes toutes pourries, j'ai mis 4 jours pour traverser le Brésil. Et je suis arrivé, donc j'ai fait Sao Paulo dans le sud-est à San Luis, qui est vraiment à côté de Belém, hein, pour ceux qui ont l'Amazonie, tout ça. Ouais, c'est tout en haut. Tout en haut, exactement. Et là, j'ai donc, dans un premier temps, racheté un lavage de voiture. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Hein. Je me suis dit, je veux m'installer là. J'ai trouvé un mec qui m'a vendu son lavage de voiture. Et avec un autre gars, j'ai monté un bar, en fait. D'accord. Ouais, je sais, c'est... Improbable. Improbable. Et je sais pas ce que je me suis retrouvé. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, j'étais pas du tout mûr pour gérer une boîte. Ouais. Je me suis retrouvé avec des salariés. J'avais 6 salariés. Et j'ai arrivé le matin, je dis, ok, je fais quoi? Il y avait un gars, ils étaient autonomes en fait, j'avais rien à faire. Ouais, et surtout, je me suis rendu compte que la boîte que j'avais rachetée vivotait. Ouais. C'est-à-dire que je n'avais pas les moyens de me verser un salaire avec cette boîte-là. Ah, ça c'est un peu con ça. Donc si j'avais été plus... C'est vraiment, tu sais, c'est le jeune qui est un peu tout feu, tout flamme et qui fait des paris sur un coup de tête. Donc je me suis retrouvé avec 5-6 salariés en disant « Ah ouais, ok, je peux pas en vivre ». À côté de ça, j'ai monté un bar avec un autre gars. Pareil, je me suis rendu compte qu'avant de me verser un salaire, ça allait mettre du temps. Et du coup, au bout d'1 an, je me suis dit « Ok, j'ai quasiment plus d'argent ». J'ai essayé, alors... J'ai failli me marier aussi avec une Brésilienne. D'accord.
Ça part dans tous les sens. Ouais, mais... C'est un peu le moment des expériences improbables quand même. Hein. Ah ouais, 25-26 ans, je suis parti dans tous les sens. Et avec cette Brésilienne, on avait fait tous les documents, parce qu'en faisant tous les documents, ça me permettait moi aussi de rester de façon plus pérenne au Brésil. Ouais. Parce que j'avais mon visa était lié à l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ah oui. N'étant plus dans l'entreprise, j'avais un avocat qui m'avait fait 2-3 documents vite fait à la brésilienne, mais je pouvais pas non plus rester ad vitam aeternam. Donc du coup, j'étais ma copine de l'époque, on avait fait un deal, on se marie ensemble, et du coup, ça nous permettait d'avoir le document. Ok. Le seul problème, c'est que on s'est rendu compte que vivre ensemble au quotidien, c'était compliqué. C'est un grand classique, ça. Grand classique. Ça ressemble à une série américaine, tu sais. Ils parlent de mariage blanc en France. On parle où tu te maries un peu pour avoir la green card. C'était un peu la même chose. Donc du coup, après toutes ces expériences malheureuses à la fin, mais je me suis quand même éclaté. Faut pas non plus. Le Brésil, c'est un pays fantastique. Je suis revenu en France sans le sou en 2001-2002, en me disant je vais retrouver du boulot. Et ça a été compliqué. C'était pas la meilleure période non plus. Les tours venaient juste de tomber en fait. Ah oui. Et à ce moment-là, c'était vraiment pas la bonne période. Ah non, j'ai vu les tours tomber moi quand j'étais à Sao Paulo, donc tous les Brésiliens regardaient parce que c'est à peu près le même fuseau horaire que New York. Ouais. Et c'était assez fascinant, quoi. Toutes les télés étaient allumées sur l'événement. Et donc au moins je suis revenu en France, c'était début 2002, on est en pleine crise. Et là, j'envoie des CV. Alors, faut que je raconte l'anecdote. J'envoie des CV papier avec des lettres de motivation écrites à la main avec un surligneur dessous. Ouais. Tu vois, j'avais des lignes et j'écrivais mes lettres de motivation que je mettais dans une enveloppe avec un timbre. Oui. 2 semaines après, je recevais une réponse qui me disait « Monsieur Broa, merci pour votre réponse, mais nous n'avons pas de... » ou Et j'ai eu un ou quelques j'ai fait entretiens. les mêmes. Pardon ? J'ai fait les mêmes. Écrites à la main, ceci, cela. Hein. Et quand on avait une réponse positive, j'avais une réponse positive d'Accenture, Monsieur Broa, vous êtes convoqué à un entretien tel jour à telle heure. Aucun choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc voilà, et en fait c'est une période de ma vie où je me suis installé à Paris et j'ai commencé, finalement j'ai dit ok, puisque j'ai pas de boulot, je vais faire un truc qui me tenait à cœur, suivre une formation de psy. D'accord. Alors là encore, on va de improbable en improbable quand même. Ah ouais, c'est ce démarrage de carrière. C'est bien parce que quand je dis que j'ai mis 35 ans à trouver ce que je voulais faire, j'ai testé, j'ai fait plein de choses. Je pensais que c'était une figure de style, mais en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc pendant 5 ans, de 2002 à 2006, j'ai fait une formation de psy, alors psychothérapeute, dont 1 an que j'ai passé à l'hôpital à faire accompagner des jeunes en situation situation difficile. Et c'était grosso modo 2 week-ends, 3 jours par mois de formation. Et moi, en parallèle de ça, je faisais des petits boulots. J'étais veilleur de nuit dans un hôtel. J'étais vendeur j'étais caissier chez BHV, puisque moi j'habitais juste à côté du BHV du 4e là. Tu vois où c'est le grand. Très bien. Voilà. J'ai donné des cours pour les enfants, enfin pour les étudiants. Enfin, j'ai fait plein de trucs pour vivre, tout en étant en parallèle psy. Et puis à la fin de ces études-là, je me suis rendu compte que je n'étais plus si sûr que ça que je voulais faire psy, mais que ça m'avait donné un bagage d'animation, etc. Mais que ce n'était pas le métier que je voulais faire. D'accord. Et quand je me suis retrouvé à rechercher, j'ai trouvé un premier boulot à l'APEC. Oui, Agence pour l'emploi des cadres. Exactement, où le mixte entre mon bagage psy plus l'école de commerce plus l'expérience m'a permis de trouver un boulot d'accompagnement des cadres dans leur transition de carrière en fait. Okay. Sauf que là j'avais 30-31 ans, donc quand tu as un gars qui a 30-31 ans qui fait de l'accompagnement cadre, ça a mis du temps il a fallu que je creuse mon trou. Tu vois, l'APEC m'a regardé, enfin plusieurs consultants de l'APEC m'ont regardé un peu en chien de faïence, en disant mais c'est qui ce jeune là, etc. Et il a fallu que je fasse mon trou. Et puis voilà, c'est une expérience qui m'a remis le pied à l'étrier de l'entreprise. Parce que tu vois, j'étais quand même sorti depuis Orange. Et de là, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai enchaîné sur un boulot. Je fais du conseil en management.
D'accord. Donc je faisais des interventions sur comment un mec qui a jamais managé sa vie. Hein, c'est toujours comme ça dans les boîtes de conseil. Tu fais toujours des choses. Tu conseilles aux gens de faire des choses qui toi-même t'as jamais fait, mais c'est pas grave. Normalement, la méthode et ce que les conseilleurs sont pas les payeurs. Ouais, c'est ça. Les conseillers sont pas les payeurs. Grosse truc que je m'applique vraiment. J'essaye vraiment aujourd'hui quand on me demande des conseils, je fais toujours attention. Donc voilà, je me retrouve dans une boîte de conseil. Et puis en 2007, je rencontre aussi une jeune fille dont je tombe amoureux, et elle avait accepté un boulot à Londres. D'accord. Donc du coup, ni une ni deux, je décide de la suivre et d'aller à Londres. Ouais, il y a un petit côté aventurier quand même. Hein. Ouais, là dit comme ça, c'est vrai que ça fait un peu aventurier. Et l'intérêt en fait de Londres, qui est hyper important, c'est que pour la première fois de ma vie, j'allais enfin apprendre l'anglais, qui est non, mais on va en reparler parce que l'anglais c'est un atout qui est fondamental pour la simple et bonne raison que je ne lis plus que des livres en anglais, quasiment exclusivement. Alors vous le voyez pas, mais il est en train de me montrer un bouquin là. Hop. Ouais, et c'est hyper important parce que je voyais sur Twitter un gars qui expliquait que lui, le fait qu'il parle anglais, ça lui donnait un avantage parce qu'il allait avant tout le monde regarder des choses en anglais sur son secteur qui lui permettait d'avoir 1, 2, voire 3 coups d'avance et derrière de réimporter le concept en France en fait. Ouais. Le fait de parler anglais, c'est un énorme avantage justement parce que en termes de business et d'entrepreneuriat, moi je suis en permanence en train de benchmarker ce que font les Anglais. Mais on y reviendra sur le podcast justement. Et exactement, t'as tout compris. Ouais. T'as tout compris. Business Wars. Ouais, exactement. Si tu comprends la petite référence. Donc voilà, je me retrouve à Londres. Et là, quand on est à Londres et qu'on a 32 ans, le boulot le plus simple, c'est chasseur de tête. Oui. C'est-à-dire que c'est un des métiers qui est le plus simple à faire. C'est qu'ils disent, OK, tu as un téléphone, tu as une voix, tu te poses et tu fais tes appels. Du coup, je me suis fait recruter pour être chasseur de tête. Et du coup, j'étais recruté pour envoyer des ingénieurs anglais aller travailler sur des chantiers dans le monde entier. D'accord. Australie, Nouvelle-Zélande, Dubaï, Émirats Arabes Unis, etc. Le seul problème, c'est que les 3 premiers mois, c'était l'enfer. Mon manager m'a dit, Laurent, tu vois le téléphone, tu vois le casque, tu le mets, tu appelles. Et mon anglais était plus que annonnant. Ouais. Du coup, les premiers mois, tout ce que je faisais, c'était « Ah, yes, interesting. And why? Oh, how did you do that? » En fait, j'étais devenu l'expert de la question. Tu comprenais pas les réponses? Je comprenais pas les réponses, mais j'étais devenu l'expert de la question. Et à force de poser des questions, j'ai commencé à comprendre les termes, mon anglais s'est amélioré, etc. Okay. Et j'ai commencé à avoir des interactions. Mais je me suis rendu compte que juste poser des questions suffisait pour que les gens croient qu'on les écoutait. Ouais. C'était génial. C'est génial et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais parce que j'avais pas le choix en fait. Ben oui. Ok, donc jusque-là je suis. Et à un moment quand même, il y a l'entrepreneuriat qui va revenir te titiller alors. Exactement, donc je quitte mon cabinet de recrutement après 2 ans de bons et loyaux services. Non mais imagine, hein, alors pour ceux qui connaissent pas et bilingue. À Londres, ce qu'on nous demande en général quand on fait de recrutement, c'est qu'on est incentivé au nombre d'appels. Donc les KPI, donc les critères de mesure, c'est tu dois faire 50 appels par jour. Oui. Donc tu vois, c'est vraiment on est sur de l'entrant. Et derrière, tant d'entretien, tant de placements, etc. Donc j'étais mesuré au nombre d'appels. Et moi, j'avais l'impression d'être dans un centre d'appel, quoi. Ouais. Tu passes ton temps à appeler pour faire 50 appels sur une journée. Et à la fin, avec mes collègues, on avait trouvé une façon de faire on avait tordu le système parce qu'on appelait des répondeurs. On savait que les gens qu'on appelait n'étaient pas là et et en fait, on appelait tellement ces répondeurs qu'au bout d'un moment, le répondeur était blindé. Mais moi, sur 50 appels, je faisais 20 appels à des répondeurs juste pour faire mon quota, quoi. Je comprends. Tu vois, quand tu essaies de créer des règles qui, pour moi, me paraissaient absurdes, le contournement est... Tu es obligé de créer ça crée des comportements abusifs, quoi. Donc là, je me dis, OK, je vais maintenant faire autre chose, mais je reste à Londres. Je vais accompagner les Français pour trouver du boulot à Londres. C'est-à-dire que, tu vois, une sorte d'outplacement. Outplacement, c'est les gens qui aident les gens à trouver leur boulot, trouver leur c'est un peu une sorte de bilan de compétences plus.
Et donc là, je me suis lancé comme entrepreneur en accompagnant des Français basés à Londres pour faire des CV, les préparer à l'entretien, tu vois, travailler leurs projets professionnels. Mais je vivotais de ce boulot-là, c'est-à-dire que j'ai pas réussi vraiment à en faire un vrai métier. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un Suédois qui était aussi comme moi, qui commençait à être actif sur LinkedIn. Parce que là, à ce moment-là, quand j'étais dans mon cabinet de recrutement, j'étais très actif. Je commençais à expérimenter LinkedIn. On est en 2010-2011 quand même. Hein. Donc moi, j'étais dans les premiers consultants à utiliser LinkedIn pour recruter. D'accord. Ouais. Et j'avais fait des petites formations à mes collègues. Ils m'ont dit tout LinkedIn, on est à Londres. Hein. LinkedIn, c'est quoi? Ça nous sert à rien. Bref. Et là, je rencontre un gars dans une soirée, dans un événement. Il me dit LinkedIn, il faut qu'on y soit, etc. Et on se dit, faisons un événement ensemble sur comment utiliser LinkedIn. D'accord. Qui est pas con. Qui est pas con. Donc on fait un événement, comment faire un profil sur LinkedIn, comment faire des événements. Tu vois, on commence à faire des trucs sur LinkedIn et ça prend. On a 1, puis 2, puis on les fait payer. Oui. On fait payer, je crois, 50, 60 euros par événement. Donc ça commence à nous faire des sous. Puis au bout de quelques mois, on se dit bon, si on s'associait. Et là, on se tape dans la main, on se dit ok, on s'associe. Et on crée donc Linkhumans. C'est vraiment fait comme ça? C'est-à-dire que c'est vraiment, vous êtes tapé dans la main? C'était un peu plus compliqué que ça, mais quasiment. Ouais, parce que quand tu... Attends, c'est toi qui racontes des histoires d'entrepreneurs, donc moi je veux savoir la vraie histoire. Non, la vraie histoire, c'est que on a vu que ça fonctionnait parce qu'on est hyper complémentaires et que quand on anime des choses ensemble et qu'on commence au bout de 3-4 mois à bosser régulièrement ensemble, on commence à comprendre la personne. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le recrutement, c'est souvent ce qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est de proposer de payer la personne en freelance pendant quelques jours, de bosser chez nous et de voir comment elle se comporte aussi bien au niveau du boulot qu'avec ses collègues pour voir si ça va matcher plutôt que de faire un CDI ou un CDD. Quoi. D'accord. Okay. Parenthèse fermée. Donc, on fait ça. Et on se lance sur une boîte qui aide les boîtes à se positionner sur les réseaux sociaux dans un premier temps. Donc, on a accompagné le fleuriste à prendre la parole sur Facebook, LinkedIn et autres. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que lui étant aussi un ex-recruteur, qu'on avait un positionnement à avoir, d'aider les recruteurs à être sur LinkedIn. Donc, on s'est plutôt recentré sur aider les recruteurs à utiliser LinkedIn. D'accord. Donc, ça, c'est la fameuse école du recrutement. Pas tout de suite. Ah, pas tout de suite. Là, non, on n'est que 2 et on est à Londres. Donc là, je suis encore loin d'être revenu en France. Donc on fait ça prend. On commence à se verser un salaire. On fait 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, la formation. Mais les gens nous regardent encore avec des yeux de merlan frit. Hein. Mais LinkedIn, c'est encore... et voilà, c'est encore un sujet pour beaucoup de monde de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça va me servir? Les gens se font des profils. De 2009, 2010, je sais plus, hein, franchement. Après, c'est vrai qu'en France, il y avait Viadeo qui est devenu... Enfin non, il y avait Viaduc qui est devenu Viadeo, etc. Ça commençait à prendre. Ouais. Non, je sais pas. J'arrive plus à me souvenir, en fait. Non, t'as une très bonne mémoire, exactement. Il y avait Viaduc Vidéo. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression de raconter que des anecdotes, mais le fondateur de LinkedIn qui s'appelle Reid Hoffman... Oui. Quand il est venu en France, qu'il a vu Viaduc et le développement de Viaduc, il a dit le temps fera son affaire. C'est-à-dire qu'avec le temps, il n'y aura plus qu'un seul réseau et ça sera LinkedIn. Je me souviens. Il l'a dit et tout le monde a rigolé en disant ouais, on va dominer le marché, vous pourrez même plus rentrer. Et le temps malheureusement a fait son affaire aussi pour Viaduc. Exactement. Donc voilà. 2010-2011, LinkedIn. Puis, ça fait 4 ans que je suis à Londres. Hein. Oui. J'adore cette ville, mais j'ai envie de revenir en France. Et du coup, là, je dis à mon associé, ça fait 1 an qu'on bosse ensemble, un peu plus d'1 an. Je dis, écoute, voilà, moi, j'ai envie de revenir en France. Et à ce moment-là, je commence à discuter avec différents Français, dont un gars avec lequel j'échange beaucoup sur Twitter, parce qu'à ce moment-là, j'étais très actif sur Twitter, qui s'appelle Jean-Christophe Hanna. Et je lui propose une idée en disant, voilà, mon bureau, c'était mon lit à ce moment-là. Donc, je travaillais que de mon lit. Je déconseille aux gens de travailler de leur lit. Ah, pourquoi? Pourquoi? Parce que ça m'a fait un mal de dos pendant plusieurs mois et jamais plus je ne travaillais dans mon lit. Okay. Alors, je fais de temps en temps sur mon canapé, hein, mais j'évite de le faire parce qu'au bout d'un moment, ça fait vraiment mal au dos. C'est noté. Fermée.
Donc je suis dans mon lit, un jour j'appelle, on échange sur Twitter, je dis écoute Jean-Christophe, j'ai une idée à te proposer, est-ce que tu serais ok? Parce qu'à ce moment-là, moi je suis très actif dans la communauté recrutement à Londres, mais je vois qu'il se passe plein de choses et je vois qu'il se passe rien en France. Je l'appelle, je dis écoute Jean-Christophe, lui à ce moment-là il travaillait à la PEC, la boucle est bouclée, et je dis écoute si tu veux, ce qui serait intéressant c'est qu'on crée un événement sur le recrutement nouvelle génération en France, à Paris. Toujours pas con. Et là, tu vois, j'importe un concept anglais en France. Oui. Donc, je vois ce qui marche à Londres. Je me dis, importons-le à Paris. Yes. Et il me dit, c'est une super idée, go, faisons-le. Et donc là, on lance, donc on se dit ça en janvier 2011. Et en novembre 2011, on lance le premier événement qui s'appelle Recrutement mais associés conférence, qui va s'appeler RMS Conf, qui va regrouper à peu près 300-400 personnes, que des recruteurs, sur justement toutes les nouvelles façons de recruter. Et à partir de ce moment-là... ouais, excuse-moi, comment vous faites pour les trouver, ces 300-400 ? On était la première. Ouais. On était très actifs sur Twitter. Et on a commencé à beaucoup utiliser LinkedIn pour approcher les gens un par un, leur disant voilà, il y a un nouvel événement qui se crée, si ça vous dit, rejoignez-nous, etc. Oui, je prends des raccourcis. Hein. Bah ouais, parce que arriver à rassembler 300 pros d'un secteur, c'est une gageure quand même. Hein. Ouais, mais à ce moment-là, c'était un concept qui était totalement nouveau et les gens nous avaient arrivé en disant ah ouais c'est ok, je comprends. On parlait de LinkedIn, on parlait de vidéo, on parlait de technologie, le lien entre technologie et recrutement. Donc on a mis beaucoup d'études de cas, on essayait vraiment de faire des choses un peu punchy et avec des gens qui participaient avec des boîtiers de vote. On avait mis des boîtiers de vote 2011. Donc voilà, on avait essayé de faire un truc sympa et de fil en aiguille. Je propose après à Jean-Christophe, on se dit, maintenant qu'on a bossé ensemble et que moi je vais revenir en France, associons-nous. Et du coup, on crée la version Link Humans, mais version France. D'accord. Donc, je vends mes parts Link Humans UK à mon associé suédois et je crée la même société en France avec le même idée, quoi. Ok, compris. Tu me réponds pas. Mais t'étais parti par amour. Tu ramènes... vous revenez à deux ou tu reviens tout seul ? Je reviens tout seul. Ah oui, d'accord. Tu l'as bien compris. Je reviens tout seul, exactement. Okay, je comprends. Et donc, l'école du recrutement, cette fois-ci, c'est la bonne. Pas encore, parce qu'avant que ça change de nom, mais effectivement, c'est les prémices. Link Humans sont les prémices de l'école de recrutement. Donc, une boîte qui a deux mamelles, si je puis dire. La première, c'est les formations. Oui. On forme les recruteurs à l'utilisation de LinkedIn et les vidéos à l'époque, tous les réseaux sociaux. Et deux, on a toute une partie conseil et événementiel. Je dis deux mamelles, c'est plutôt trois d'ailleurs. Conseil, puisqu'on faisait un peu de conseil, marque employeur, etc. Et on avait aussi une partie événementielle. Donc trois sujets. Et on fait ça pendant... et ça cartonne. On signe à Déco, on signe des grosses boîtes. C'est vraiment, ça marche super bien. On commence à recruter 1, puis 2, puis 3 salariés. Et puis, en 2014, il commençait à y avoir des tensions entre mon associé et moi. Ouais. Donc là, je vais te raconter une histoire d'associé. Pour faire simple, moi j'étais... Après, si vous avez encore écouté jusqu'ici, vous allez comprendre que ce que je vais dire a du sens. C'est que moi, j'étais un peu le tout feu, tout flamme. J'avais approximativement 117 idées à la minute tous les jours. Et j'essayais de faire tout en même temps et c'était un peu compliqué. Mon associé, c'était exactement l'opposé. Strasbourgeois, rigoureux, il prenait une idée, il la déployait de A à Z. D'accord. Donc, ce qui a fait notre force, c'était notre complémentarité. Mais en même temps, on était tellement différents que ça aussi faisait des tensions. Mécaniquement. Moi, où je lui reprochais sa rigidité, trop obtus. Allez, voilà, on essaie des trucs. Vas-y, c'est fun. Exactement. Lui, il me reprochait mon côté chien fou qui avait fait des idées mais les met pas en place. Donc, voilà, ça a vraiment été source de tension. Et à la fin, on s'est dit, ok... Je pense qu'il faut qu'on arrête. Restons bons amis. Merci. Voilà. Exactement. On s'est quittés. Alors ça a pas été simple. Il a fallu trouver un qui fait quoi, qui garde quoi, etc. Lui, il a gardé parce qu'en fait,
Moi, j'ai gardé un seul salarié, lui en a gardé 3. D'accord. Et le salarié qui est parti avec moi, qui s'appelle Nicolas, m'a dit, bon, écoute Laurent, faut que je te dise un truc. Mais il a dit après ça, avec toi, probablement on va se planter, mais au moins on va se marrer. Parce que dans le duo, j'étais le mec qui créait, mais pas le mec qui gérait. Et donc pour les salariés de l'époque, j'étais le mec qui allait forcément... qui avait pas les épaules pour gérer une boîte, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, en plus, dans la réalité, c'était Jean-Christophe, donc mon ex-associé, qui avait plutôt les mains dans la finance. Ouais, mais t'avais quelqu'un avec toi qui le faisait. Donc, tu pouvais être là où tu voulais, ou en tout cas, où ça te faisait envie. Ouais, c'était faire du réseau, faire de la formation. Je partais... et des choses que j'ai faites, j'ai amené beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations dans ce qu'on a fait. Donc, voilà, la séparation s'est faite. Bien dans un premier temps, et c'était après, je sais, plus tendu pour mon ex-associé. Mais peu importe. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé avec un seul salarié. Je me suis dit, OK, ma fille, puisqu'entre-temps, c'est marrant, hein, le parallèle entre la vie personnelle et la vie professionnelle. J'ai rencontré ma femme à ce moment-là, un peu avant la séparation avec mon associé en 2014. Et ma fille est née donc en 2014, au moment où je me séparais avec mon associé. Et j'avais une sorte de pression. Je me suis dit, waouh, OK, personne ne parie sur moi. Tout le monde me voit en mode loose. Il faut vraiment pas que je me plante. J'ai une famille et il faut que je réussisse quoi qu'il arrive. Faut assumer le rôle de père. Ouais, tu vois. Alors après, dans les faits, je pense que je me suis un peu mis trop la pression, mais faut que je le dise, je suis pas le plus gros travailleur, mais à partir de ce moment-là, je me suis mis à bosser comme jamais j'ai bossé de ma vie, quoi. D'accord. Je bossais le week-end, je bossais le soir, en me disant il faut que je lâche rien, etc. J'avais vraiment peur. Le fait que les gens ne parient pas sur moi, je pense que ça a été un moteur gigantesque. Puis tu avais peut-être envie de leur prouver qu'ils avaient tort. Ben voilà, je voulais prouver aux gens que je pouvais réussir et que même le gars rêveur pouvait réussir. Et c'était... j'avais une revanche en fait à prendre. C'est très bizarre, hein, dit comme ça, mais j'avais une revanche à prendre de montrer que même le rêveur, il peut réussir. Ouais, ça se tient. Puis on peut avoir plusieurs moteurs dans la vie, ça peut en être un. C'est évident que c'est pas le seul, tu vois, parce que c'est pas un moteur suffisant pour te faire tenir sur la durée. Mais c'est un anti-procrastination. Parce que tu dis, non, allez, ça y est, il faut que je me bouge là. Voilà. Exactement. Non, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai dû créer la boîte, quand je suis allé à Marseille, au centre des impôts pour créer ma boîte, parce qu'il fallait que je la crée encore 2015, il n'y avait pas encore de choses automatiques comme on a aujourd'hui avec des Legal Start ou autres. Je suis allé une dizaine de fois parce qu'un coup, il manquait tel papier. Enfin, je suis pas le meilleur dans l'administratif, au cas où tu l'aurais pas compris. Mais en tout cas, j'ai réussi à créer ma boîte après maintes aventures. Et du coup, avec mon seul salarié, je me suis dit, OK, je vais tout investir pour rentrer du cash. Ouais. Et la chance que j'ai, c'est que je continue à faire des événements qui s'appellent les Trous, TRU, qui étaient des inspirations toujours pareilles de l'Angleterre que j'avais importé en France, que j'ai commencé à développer encore plus en France. Donc le principe, c'est comme un barcamp. Je sais pas si ça te parle, un barcamp, c'est tout le monde a la parole. C'est-à-dire qu'il y a un modérateur, tu lances un sujet, mais toute la salle peut échanger sur le sujet. Et là, donc, j'avais importé ce concept de Londres en France. Et grâce à ce concept que j'ai développé dans toutes les villes en France, toujours autour du recrutement, on a développé vraiment la com, on a été très visible et on a commencé à rentrer de plus en plus de formations. Donc, je disais, venez me former au sourcing, venez me former à LinkedIn, toujours le même créneau. Et puis arrivé en avril, ça fait quelques temps que je suivais une boîte qui s'appelle Social Talent. D'accord. Qui est une boîte basée en Irlande, qui fait de la formation à distance pour les recruteurs. Et je me disais depuis déjà quasiment un an, en me disant, il faut qu'on fasse la même chose parce que ça fait 5 ans que je fais de la formation. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de la transformer en version en ligne. Je comprends. Comme ça, la valeur ajoutée sera sur autre chose. On pourra on est en 2010, 2011, 2013 On est en 2015 là. 2015. Ok. 2015. Je me suis séparé avec mon associé en 2014. Ah oui, d'accord. Okay, oui. Et à partir du 1er janvier 2015, j'ai créé ma nouvelle boîte de séparés.
Ça fait très couple dit comme ça. Non, mais en fait, j'essaye là aussi de remettre ça dans le time frame. 2015, effectivement, la formation en ligne commence à prendre. Elle commence à avoir quelques lettres de noblesse, on va dire. Il n'y a pas grand-chose encore. Hein. Et je vais t'en parler justement. C'est que donc Social Talent, je leur dis, donc du coup, je les contacte. Je leur envoie un petit mail, je dis voilà, j'aimerais bien apporter votre concept en France, comment on pourrait bosser ensemble. Et les gars me disent ouais, cool. Désolé, je le fais mal, hein, mais c'est un peu l'idée. Ils me disent ok, viens faire le contenu chez nous, tu vas le transformer en français ce qu'on fait, et derrière on pourra le commercialiser en France. Donc là, je bloque 2 semaines, non 1 semaine, je m'emballe sur les 2 semaines, ou je sais plus, on était parti 1 semaine en Irlande à Dublin en avril 2015. D'accord. Je prends les billets d'avion. Et là, mon seul salarié, Nicolas, me dit « Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais là? On va aller à Londres, à Dublin, mais pourquoi? C'est trop tôt, ça fait 4 mois que je venais de créer la boîte. » Je lui dis « Écoute, c'est pas grave, tentons l'aventure, lançons-nous, on verra ce qui se passe. » Donc là, on est accueillis mais à Dublin, mais comme des rois. Il nous dit « Voilà les slides, vous allez transformer en français et on va vous filmer et vous allez faire toutes les sessions en français. » Et là, on passe littéralement 1 semaine enfermé à faire des vidéos. Mais vous aviez négocié un deal avant, quand même. Non, justement, c'est le problème. Ah merde. Tu vas voir, ça va poser un problème. Oui, bah oui. T'as tout compris. Donc, on fait tout ça, puis à la fin de la semaine, le gars qui s'appelle Johnny Campbell, hein, c'est pas une blague. Le whisky. On se retrouve dans un restaurant, je me rappelle, c'était un restaurant de burgers, il y avait la version végétarienne, on se pose tous les 4, ouais c'était cool ta semaine, ouais c'était cool, on s'assoit avec Nico, on était super contents de notre semaine, on sortait tous les soirs, la vie à Dublin c'est génial, vraiment j'adore cette ville, et bon les gars, on va parler sérieux maintenant, comment on fait pour le deal? Je dis bah le deal ok, avec grand plaisir, on en discute. Et puis là, il dit, voilà, c'est simple, nous, le deal, c'est 50-50. Et là, je le regarde, je dis, comment ça, 50-50? Enfin, on fait le contenu, on a les leads, c'est nous qui faisons la commercialisation. Si je fais 50-50, je vais pas gagner beaucoup d'argent. Je vais même plutôt en perdre. Ouais. Enfin, pas en perdre, mais en tout cas pas en gagner beaucoup. Et là, il me dit, ah non, c'est pas possible. Je commence à dire, 60-40, ça nous permettra, nous, d'avoir un peu plus. Et là, il s'est vraiment fermé. Non, business is business, c'est 60-40, c'est 50-50 ou rien. What? Je dis, mais on peut en négocier, reparlons-en, c'est pas possible. Donc là, j'essaye surtout qu'il avait ton contenu enregistré. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je lui dis, écoute, parlons-en, on peut pas rester là-dessus. Donc, effectivement, avec Nicolas, on prend l'avion pour Paris. Et là, quand je suis parti à l'aéroport, je me suis dit, ah ouais, tout ça pour ça. J'étais un peu découragé, quoi. Je suis parti un peu la tête basse en me disant, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi. Donc les mois suivants, on essaie de négocier, mais impossible de revenir sur ce deal-là. D'accord. Et moi, je repose les chiffres en disant, voilà, si on fait tant de ventes, si on embauche un commercial, qu'est-ce qui va nous rester? Et le vrai sujet, c'est on était à peine rentable, quoi. Bah oui. Donc je me suis fait avoir une fois avec un lavage de voiture et un bar. J'ai pas envie de me faire avoir une 4e ou 5e fois. Je me suis dit, ok, non, c'est pas possible. Donc en juin, je leur dis non, on arrête les négos et voilà. Ok. Et là, mon Nicolas qui bosse avec moi me dit, mais t'es fou, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce deal me plaisait, je comprends pas ton truc, quoi. Ouais. Donc là, il me fait un peu la gueule. Donc je me retrouve un peu seul et à ce moment-là, je m'étais engagé aussi à recruter une 3e personne une 2e personne avec nous, donc 3, on allait 3, qui s'appelle Laurent Sévérac, que je salue, à qui j'avais dit tiens, tu viendras avec nous, il travaille chez Monster, un grand acteur de l'emploi en France, et je dis voilà, si tu es d'accord, rejoins-nous pour vendre notre solution de formation en ligne. Et il avait topé avant même que j'ai quoi que ce soit. Donc je me retrouve avec un gars qui m'a topé dans la main, avec un salarié qui me fait la gueule, et j'ai plus rien à vendre. Ouais. C'est bien. Je rêve ma vie en couleur. Ah putain, qu'est-ce que je vais faire? Et là, et moi, je suis comme ça, en fait. Dès que j'ai la pression, dès que j'ai le couteau sur la gorge, c'est comme ça que ça marche. La contrainte crée l'opportunité.
je suis obligé d'être sous contrainte pour que ça fonctionne. Et là, je me dis, j'ai plus le choix. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai un gars que je dois payer. J'ai un gars à faire vivre. Si je fais rien là, on avait accumulé un peu de trésor. On devait avoir 40 000 € de trésorerie quand même. Donc je savais qu'on avait un matelas, mais qu'à ce rythme-là, il allait vite fondre. Et surtout, j'avais pas de produit. Donc pour rajouter de la contrainte, je me suis dit, ok, je vais annoncer à tout le monde pendant un événement que je vais lancer ma formation en ligne en septembre 2015. On est en juin. Donc je me dis, ok, si j'annonce, j'aurai pas le choix, je devrais sortir mon produit. Ouais. Donc j'annonce que je vais lancer un produit et je fais un événement pour. Et là, on annonce l'événement. Mais tu sais, on dit qu'entre une idée et un projet, la différence, c'est une date. Hein. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on bloque une date. Et là, je dis, ok, voilà, j'ai plus que 2 mois et demi pour faire un produit. Et surtout, le problème, c'est que j'annonce l'événement et il y a une centaine de personnes qui s'inscrivent. Allez, vas-y, cours, petit poney. Donc là, je dois faire une formation en ligne. T'aimes bien volontairement te mettre dans la merde quand même. Hein. Ouais, mais là, c'était pas volontaire. Franchement, je m'y attendais pas à ce que... Ça prenne autant ? Enfin, non, que ça prenne autant, ou en tout cas que je me retrouve sans produit, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Et donc là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Donc, j'ai 2 coups de chance. Le premier, c'est que je travaillais déjà avec un développeur qui s'appelle Alexandre, qui bossait avec moi sur différents projets. Je le contacte, je lui dis, écoute, voilà, j'ai pas beaucoup de budget, je peux te filer 2 000 € par mois, ce qui est ridicule quand tu penses aujourd'hui, pour faire une plateforme from scratch. Est-ce que ça te dirait de le faire ? Et il me dit, ouais, ok, je le fais. Ok. Ensuite, je vais voir une boîte de formation spécialisée en vidéo qui s'appelle Learn Assembly. Oui. Je lui dis, écoute, j'ai pas de budget. Est-ce que tu accepterais que je fasse des vidéos, que vous les montiez, et en échange, je vous donne de la visibilité à tous mes événements. Plus on avait des événements. Eux, ils visaient les RH. Nous, on avait un public RH très fort, donc on a fait un échange. Il m'a dit, ok, je top. Donc du coup, j'avais potentiellement une plateforme et un lieu où je pouvais filmer et avoir mes vidéos montées. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, j'ai dit à ma femme, qui avait donc une jeune fille qui s'appelle Clémence depuis peu, et je dis, voilà, chérie, je vais m'enfermer pendant 2 semaines dans une cave à Paris, parce qu'à l'époque, ce que je ne t'avais pas dit, c'est que j'habitais à Marseille quand même. Ouais, mais on l'avait compris, parce que tu es allé créer ta boîte à Marseille. Voilà, oui, c'est vrai. Je dis à ma femme, écoute, je vais m'enfermer pendant 2 semaines dans une cave pour faire des vidéos. Je suis désolé, je vais pas pouvoir revenir souvent. Donc pendant 1 mois et demi, avec Nicolas, on s'est enfermé, on a fait des slides et des vidéos pendant 1 mois et demi jusqu'à 20 août, pendant 6 semaines. D'accord. Et fin août, les vidéos étaient montées. Et en parallèle de ça, on faisait des itérations sur la plateforme. Il nous envoyait des trucs, Alexandre, et on itérait la plateforme. Parce que vous allez me dire, mais le mec, il est malade, mais pourquoi monter une plateforme de formation en 2015 ? Parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Ça n'existait pas. Alors, il y avait un 360 Learning qui se montait. J'avais rencontré le fondateur à l'époque, qui s'appelle Nicolas Hernandez, que je salue aussi, qui est génialissime. D'ailleurs, si un jour tu dois interviewer quelqu'un, il est top. Ok. Qui m'a dit, mais arrête ton truc, ça marchera jamais. Viens plutôt chez 360 Learning. Les verticales comme tu fais, ça n'a pas d'avenir. Et le problème, c'est que moi, je voulais un truc qui soit customisé. Donc, aujourd'hui, je referai les choses. J'utiliserai une plateforme existante. Ouais. Parce que c'est quand même un coût de maintenance, et c'est un truc de malade. Donc, en parallèle de faire les vidéos et le truc, on se retrouve à itérer avec le développeur. Et donc, le 15 septembre 2015, je suis sur scène, et là, je présente un produit qui est tout moche, qui est tout pourri, mais qui fonctionne. Qui s'appelle True... ça y est, j'ai oublié le nom, tellement j'ai oublié. On avait donné un nom. True, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus même le nom de mon produit, mais peu importe. Donc, on avait le produit, on l'a lancé, et on avait notre commercial qui démarrait donc en septembre. Ok. Donc là, c'est... Déjà, il avait quelque chose à vendre, ce qui est pas mal. C'est ce que j'allais dire. Il est arrivé au moment où il avait des choses à vendre. Et la première entreprise à qui on le monte, qui s'appelle Manpower, voit le produit, il fait... Quoi ? Mais c'est moche. C'était immonde.
Et les premiers, et malgré ça, on a réussi à en vendre 2-3 licences, tu vois, parce que le principe, c'était des licences par recruteur. C'était, je sais plus, 500 € par recruteur et par licence pour une année. Donc, on a commencé à en vendre quelques-unes, mais il faut bien le dire. Quand Manpower, un des gars de Manpower a vu la plateforme, il est resté bouche bée. Mais non, Laurent, c'est moche, il faut que tu changes ça. Et du coup, dès octobre, donc un mois plus tard, on a embauché une designeuse pour refaire toute la plateforme. D'accord. On a refait la plateforme. Et de là, de fil en aiguille, on a fait nos premières ventes. Le commercial qui arrivait a commencé à vendre et de fil en aiguille, on a commencé à vraiment avoir nos premiers succès, en fait. D'accord. OK. Donc, donc on s'est retrouvé début 2016 comme ça, à vendre là où la formation en présentiel, ça représentait à peu près 90% versus 10% en 2015, l'année de lancement. Dès 2016, on devait être à 50-50. Oui. Tu vois, la formation en ligne versus le présentiel, on était à 50-50 et en 2017, on est quasiment passé à 80-20, quoi. Et tes acheteurs, ceux qui achetaient, c'était les services RH? C'était les services RH, les services recrutement. Ouais, d'accord. Ça pouvait être, par exemple, chez Thales, ça pouvait être le service recrutement, ça peut être un Déco ou un Manpower. Et bon, voilà. Donc, on s'est retrouvés comme ça et de fil en aiguille, on était 3 en 2015, on est passé à 5 en 2016 et 8 en 2017. Ça veut dire que tu dégages de la marge aussi, hein? On dégage de la marge. On fait, pour la faire courte, en 2015, on fait 200 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. En 2016, on fait 400 000 € de chiffre d'affaires. En 2017, on fait 700 000 € de chiffre d'affaires. Oui. Tu vois, chaque fois, ça crante. Ouais. En 2018, on doit être autour de 850 000, 900 000. Donc, tu vois, il y a... et à la fin, forcément, l'événementiel, enfin, le présentiel, avait totalement disparu quasiment du chiffre d'affaires. C'était 10% du chiffre d'affaires. Ouais, je comprends. Avec un intérêt que... Alors, après, tu renouvelais justement ton contenu, tu l'enrichissais, etc., etc. Oui. On refaisait régulièrement des vidéos, on rajoutait des nouvelles vidéos et je pense qu'on était une des premières plateformes en France sur ces sujets RH à avoir développé autant de sujets. Donc on avait ce côté un peu innovant et premier de la classe sur ce sujet-là. Alors je sais pas si les gens en t'écoutant se rendent compte, mais moi t'as une recommandation sur LinkedIn d'un certain David Sankar qui dit, si on écrit un jour une histoire du recrutement en France, le chapitre sur la décennie 2010-2020 devrait être dédié aux actions de Laurent avec son équipe. Quand tu as une référence comme ça claque. Ouais, ça claque. C'est vrai que je pense qu'on a eu un impact sur une activité. C'est vrai que ça a été fort, hein, parce que j'étais un ancien recruteur et c'est un métier qui est très peu valorisé. Ouais. En vrai, c'est un métier qui est peu valorisé. Et du coup, les premiers, dans tous les événements qu'on avait fait, on portait un t-shirt. Tu vois ce que c'est, I Love New York avec le cœur rouge au milieu. Ouais. Nous, on l'avait détourné, on avait mis I Love Recruiter. Mon idée, ça a toujours été de se dire que c'est un métier qui est peu valorisé, qui a besoin d'être valorisé et que la valorisation passera par l'institution de standards, comme une école. Ouais. Donc, si tu crées des standards, tu crées un diplôme, tu crées des standards, c'est là où tu peux te dire, OK, parce que tout le monde croit que le recrutement, c'est un métier simple. L'entretien, je me pose avec une personne, je lui pose des questions, je vois s'il répond bien, je la recrute ou pas. Ouais. Or, c'est pas du tout ça. C'est un vrai métier où il y a un jeu de questions qui sont déterminées à l'avance pour évaluer des comportements, etc. Donc, pendant très longtemps, c'est un métier qui a aussi souffert dans l'ombre des RH. Parce que moi, quand j'intervenais dans les écoles, toi, le recruteur, vas-y, fais-nous 2-3 entretiens, tu parles de LinkedIn et ça nous suffira. Ouais. Et ça, c'était dans des cours RH. Et c'est un truc qu'on a défendu en permanence, de dire, voilà, c'est un métier qui a besoin d'être valorisé. Et je pense que dans le milieu du recrutement, ça nous a été... c'est un truc qui nous a... les gens se sont dit, ouais, ils ont changé les choses, vraiment. Mais qu'est-ce qui s'est passé en février 2021 ? Du coup, de fil en aiguille,
Bah, la boîte a grossi, on est arrivé à 12-13 salariés. Ouais. Et surtout, on a créé une vraie école. C'est-à-dire qu'on avait des étudiants. En 2018, on a lancé la partie école Ok. avec des étudiants en alternance, en contrat de professionnalisation chez nous. C'était toute une aventure, hein, ça n'a pas été simple. Mais bon, on avait cette partie école et cette partie formation à distance qui marchait plutôt pas mal. Le seul hic, c'est qu'on a beau être en croissance, quand tu es une boîte de formation, tu as des variations de trésorerie qui sont énormes. Oui. Et nous, on a eu des gros soucis de trésorerie. Et plus on grossissait, plus les soucis de trésorerie s'agrandissaient. C'est un grand classique. Et ouais, tout le monde me l'a dit après coup. Hein. J'ai découvert ça après coup. Et du coup, j'en suis arrivé à ce qu'en 2019, on a fait un prêt d'abord pour combler le trou de trésorerie, mais on s'est rendu compte que ça partait vite. Donc le prêt BPI est parti en 10 mois. Ouais. Et je me suis rendu compte en octobre 2019 qu'il nous restait à peu près 4 ou 5 mois de trésor devant nous et qu'on était aux portes de la cessation de paiement malgré notre croissance et notre joli chiffre d'affaires. Ouais. C'est un grand classique de la croissance des entreprises. Ouais. Alors, le truc aussi, c'est que je pense que j'avais atteint mes limites en tant que personne à la tête d'une entreprise. D'accord. Sous 2 aspects. Le premier aspect financier, c'est que j'avais un tableau de suivi, mais vite fait. Ouais. Sauf que quand tu gères 3 personnes... T'avais pas un comptable ou un DAF J'avais un comptable, mais un comptable, c'est pas un DAF. Un DAF, il va te dire justement où on est, mais il nous aurait fallu un DAF, en vrai. Aujourd'hui, ils en ont un, d'ailleurs. Samy. Et moi, je suivais ça avec une pauvre feuille Excel. J'avais mis 3 chiffres. Et je suis tellement pas bon que ça faisait rire les salariés. Mais sauf qu'à la fin, on n'en riait plus. Parce que je vivais au jour le jour et qu'à un moment donné, on était à 3-4 mois de la cessation de paiement, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, il y avait un autre sujet, c'est que je faisais beaucoup de management, je passais mes journées à parler avec des gens en réunion. Ouais. Parce que moi, je gérais tout le monde en direct et en plus, donc la boîte était devenue l'école de recrutement. On a une culture de l'autonomie. Il y a par exemple, les vacances sont limitées. Les gens font ce qu'ils veulent. Ouais. Il y a pas mais il y a une culture de l'autonomie. Les décisions étaient vraiment collectives. Mais mine de rien, la boîte avait besoin d'un capitaine. Et c'est un rôle que j'ai essayé d'incarner. En général, très mal. Je passais mes journées en entretien et je me rendais compte que c'était pas là où j'étais le plus fort. Ouais. Tu vois, là où je suis fort, c'est la com, c'est LinkedIn, c'est aller créer des choses, c'est lancer des choses. Et là, je gérais en fait une boîte. Ouais. Tu administrais même. J'administrais, c'est très joliment dit, une boîte. Et je pense qu'une des salariées, Marion, m'a dit un jour, Laurent, je m'éclate dans ce que je fais, je te remercie, je n'irai jamais assez pour ça. Mais par contre, il y a un problème. J'ai l'impression que tu es le seul dans la boîte à te faire chier. La boîte qui est la tienne en plus, qui est un peu con, hein, franchement. On est d'accord, et elle avait raison. Je me faisais chier et j'étais pas heureux dans mon poste en fait. Et les problèmes de sous n'ont fait qu'accentuer mon mal-être. Parce que qui dit problème de sous dit communication au cordeau pour dire à tout le monde c'est difficile, on est dans la merde, on fait gaffe, il faut machin. Et là, du coup, ça crée des tensions. À un moment donné, je leur ai dit, on ferme les bureaux. Mais là, c'était le drame national. Enfin, je veux dire, ça a été très tendu. Donc, je pense que quand tu es dans un cercle vicieux, sur le cercle de compétences, si je puis dire, justement, dans lequel tu n'es pas bon, ça s'accentue. Tu vois. Et à ce moment-là, j'étais désespéré. Je savais pas plus trop quoi faire. Et un jour, j'étais dans une soirée déguisée. À côté de Avignon. C'est une soirée YMCA. Je crois que j'étais déguisé en indien, moi d'ailleurs, du YMCA. Tu vois, Laurent, j'adore tes histoires. Même la tienne, tu vois. Alors, les autres que tu racontes par ailleurs sont intéressantes, mais la tienne, il y a des trucs vraiment improbables. J'étais à Avignon, dans le Vaucluse, pour être plus exact, dans une soirée YMCA. Moi, j'étais déguisé en indien et le gars à côté de moi était déguisé en rocker. Tu sais, le rocker de YMCA. Ouais. Et puis là, j'étais un peu bourré. Je dis au gars à côté de moi, je suis vraiment déprimé, ma boîte ça va pas du tout. Je pense que j'ai 3 mois de trésor devant moi. Je pense que là, parti comme ça, je vais fermer la boîte. Le gars, il me regarde, il fumait une clope. Il avait sa chaîne qui faisait du bruit en même temps. Et puis il avait sa grosse moustache. Il faisait 1m90. Le mec était énorme. Il me regarde et fait, tu sais, Laurent,
j'ai exactement vécu la même chose. Et là, je me retourne vers lui, je dis, mais comment ça, t'as exactement vécu? Bah, je te le dis, moi aussi, j'ai ma boîte. Et il y a 2 ans, j'ai failli mettre la clé sous la porte parce que j'avais 500 000 euros de dette et en plus, c'était ma maison qui était hypothéquée. Ah oui, en plus, ouais. Je dis, mais attends, mais comment t'as fait ça? Il me dit, bah, c'est simple. J'ai arrêté de tout payer. Je dis, ah bon? T'as arrêté de tout payer? Mais quoi? Je dis, bah, l'URSSAF, toutes les dettes. Mais attends, mais comment t'as fait ça? Il me dit, bah, c'est simple. Je me suis fait accompagner. J'ai 2 gars qui m'ont aidé, qui m'ont restructuré toute la boîte et qui sont spécialisés dans les redressements d'entreprise et qui m'ont accompagné pendant 2-3 ans et qui m'ont dit voilà ce que tu dois faire. Et qui m'ont accompagné au tribunal de commerce, qui ont préparé, parce qu'il est allé au tribunal de commerce, il a fait une négociation pour geler ses dettes pendant un certain temps. Voilà. Et je le regarde, je dis, pourtant j'étais bourré, mais je me rappelle encore très bien de cette scène. Et je dis, mais c'est génial, mais il faut que tu me donnes le nom de ces gars-là. Avec le mot c'est simple, voici les gars, contacte-les. La semaine suivante, je les appelle. Je leur explique la situation. Ils viennent dans la boîte, ils me disent, bon, bah voilà, Laurent, c'est simple. Tu arrêtes de payer le loyer, tu arrêtes de payer l'URSSAF, tu arrêtes de payer la TVA. Je dis, la TVA, mais la TVA, je vais me retrouver avec un procès, et etc. en tôle, éventuellement? En tôle, oui, la TVA. Voilà, l'URSSAF, non, mais la TVA, oui. Je crois, hein. Je ne veux pas que je dise de bêtises. Et là, donc j'arrête de tout payer, en l'occurrence. Ce qui est bien, c'est que le loyer, les mecs ne sont pas tout de suite rendus compte. Donc ça a traîné pendant 3-4 mois. Ouais. Par contre, la TVA et l'URSSAF, oui. J'ai eu... alors, un gars est venu. En plus, le problème, c'est que moi, ma boîte était encore domiciliée chez moi, à Marseille. Donc, ma femme, elle venait certains matins, elle disait « Laurent, il y a du courrier pour toi ». Et il y avait les lettres d'huissier pour le paiement de la TVA, de l'URSSAF, ça qui arrivait. Bonne ambiance à la maison. Ah ouais, c'était une super ambiance. Je veux dire que c'était très très cool à la maison. Là, c'était vraiment, ça allait mieux parce que les 2 gars m'ont beaucoup soutenu. On a restructuré, on a mis un dashboard financier en place en fait. Ouais. Donc ça, on a surtout fait un suivi et une relance des impayés. Parce que nous, on avait des impayés mais qui couraient sur des mois et des mois et on faisait pas gaffe. Et en fait, c'est tout cet argent dehors, et on a mis en place tout un système automatique de relance des impayés. D'accord. Donc, un dashboard financier, relance des impayés, on arrête de tout payer. Et de là, on a tout restructuré. Et on a commencé aussi à entamer des négociations avec le tribunal de commerce pour faire une... Je me rappelle plus du terme, j'ai tellement tout oublié. Tu sais, c'est comme quand tu fais une thérapie, tu enterres tout très loin et tu oublies vraiment. C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, je comprends. Donc j'ai passé mon temps entre administrateur, judiciaire, avocat, etc. justement pour préparer une conciliation. Ça y est, j'ai trouvé le terme. Conciliation. Conciliation, c'est juste avant le redressement et avant la cessation. Enfin, tu vois, il y a différentes étapes. Et donc là, on arrive en mars 2020. Ouais. Donc physiquement, je suis pas super bien. Je commence à avoir mal au bide tous les jours. Tu vas pas très bien dormir non plus. Non, je dors pas bien. Les finances, heureusement, là maintenant, il y a des gens qui m'aident, donc je suis un peu plus tranquille, mais je suis pas serein. Et à ce moment-là, j'avais 100 000 euros de dette sur moi, parce que sur les 200 000 euros, j'en avais 80 000 euros qui étaient, dont moi, en perso, j'étais responsable. Donc si la boîte faisait faillite, je devais 80 000 euros à la banque, en sachant que quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de chômage. Donc là, j'étais dans des moments un peu difficiles perso. Et arrive le Covid. Trop bien. Génial. Alors, il y a eu 2 effets pour moi sur le Covid. Premier effet, hyper positif. Nous, ça nous a fait décoller. Ben oui. Deux plus facteurs. De présentiel. Plus de présentiel. Et en plus, le gouvernement dit, tous les gens qui sont en chômage partiel, on va financer leur formation. C'est ce qu'on appelle le FNE. Oui. Et du coup, tous nos clients qui hésitaient à prendre des formations, ils se sont rués sur nous. On était la seule formation certifiante en recrutement en France, à distance. Bingo, 500 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois. On arrête la conciliation et on arrête toutes les démarches auprès du tribunal de commerce. La boîte est sauvée. Belle histoire. Seul problème, c'est que la boîte est sauvée, mais pas moi. À ce moment-là, je m'étais dit,
je cherchais quelqu'un pour me remplacer, je savais pas qui, quoi, comment, et faut dire que t'as pris cher aussi, hein. Enfin, dans ces périodes-là, on prend cher, hein. Ouais, non, c'est sûr, on prend cher. Là, j'avais maigri et je suis allé voir un médecin parce que j'avais mal au ventre tous les soirs. Je me levais le matin, j'avais mal au ventre. C'était un truc de malade. En fait, le médecin m'a dit non, monsieur, c'est simple, vous êtes stressé, il y a un truc qui va pas chez vous et pour l'instant, je peux pas faire grand chose. Il y a pas d'ulcère, mais si vous continuez comme ça, vous aurez un ulcère. D'accord. Je suis reparti. Je fais calme. Ok, je vais essayer de résoudre le problème. Il y a des tensions avec notamment Nicolas qui entre-temps, donc le premier salarié avec lequel je suis parti, il est devenu associé avec moi. Donc je l'ai vraiment impliqué, il a eu des parts dans la boîte. Mais il y a eu des tensions, je pense qu'il a considéré que je l'avais pas assez associé, à raison d'ailleurs, hein, on sait pas, voilà, je l'ai pas soutenu dans certaines fois. Enfin voilà, il y a eu des tensions. Et les salariés, à un moment donné, m'ont dit, écoute Laurent, on a l'impression que tu es en burn-out, que ça va pas. Prends 3 semaines et salut. Tu vois, quand même, les mecs, j'ai eu quand même des salariés qui ont pris soin de moi, donc je suis parti 3 semaines en mai 2020. D'accord. Je suis revenu en me disant tout feu tout flamme, oh, génial, je suis mieux, je fonce, c'est génial, je vais reprendre tout. Patatras. En fait, ça allait pas du tout mieux. J'ai fait une réunion où dans les réunions d'équipe, on était quasiment une quinzaine, on passait notre temps à parler de moi. Ouais, mais tu veux faire quoi? T'en es où? Parce que du coup, il n'y avait pas plus vraiment de capitaine. Il y avait des gens qui avaient pris des responsabilités, Nicolas et Marion, donc des gens, la directrice commerciale et le premier salarié qui était devenu associé. Mais on n'arrivait pas à... Il n'y avait plus de capitaine en vrai. J'avais déserté le navire. J'animais plus de réunions. Tu vois, j'étais plus là en fait. J'avais plus la foi. Et puis après un mois de vacances en août, je suis revenu et j'ai dit aux salariés voilà, je vais quitter la boîte. Je pense que pour moi il est temps de partir. J'ai plus la foi et j'ai plus l'envie de continuer à gérer la boîte. Donc dans un premier temps, on était parti pour ce que je reste président et que je puisse faire des choses à côté. Et puis est arrivée une réunion d'équipe en septembre pour valider tout ça. Une réunion qui s'est pas très bien passée, même mal passée, dans le sens où j'ai fait une connerie. J'ai dit aux salariés, ouais, c'est cool, moi, je vais continuer à bosser dans le recrutement, mais à côté, avec d'autres entreprises, je vais faire ci, ça, et là, ils m'ont dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas bosser avec d'autres entreprises, parce que dans le recrutement, j'étais extrêmement connu. Tu vois, je peux pas me permettre de commencer Tu peux pas leur tirer dans le dos, hein. Non, c'est exactement comme... moi, j'avais pas vu ça comme ça, mais eux, ils l'ont vécu comme ça. Et on a conclu la journée en se disant, bon, ok, ce qui est plus simple, c'est que Laurent, nous, on t'achète la boîte. Parce que je pense que t'as besoin de ta liberté. Avec le recul, ils avaient raison. Et on s'est mis d'accord pour vendre la boîte. Quelques semaines après, j'ai vendu la boîte aux salariés je peux le dire parce que j'ai aucun souci. Là, on a évalué la boîte à 1 million et des bananes. D'accord. 1 million et quelques sur un crédit vendeur, donc sur 6 ans. Ah oui, ok. Donc, ayant un peu plus de 80% de la boîte, j'avais eu un peu plus de 800 000 euros sur 6 ans. Donc voilà, tu vois le calcul. C'est pas mal, ça. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et donc, tu te retrouves libre. Exactement. Et là, tu te dis quoi? Je me dis, je prends 1 mois où je fais rien. Bon, déjà, ça, c'est pas mal. Je pense que je me suis posé sur Netflix. Pendant 1 mois, j'ai rien fait. J'ai fait rien. Je vous emmerde, je ne fais rien. Et puis, la nature étant ce qu'elle est, j'ai commencé à réécouter des podcasts. Je suis même allé dans une maison de digital nomade au Portugal, où j'ai rencontré 7-8 digital nomades. Et j'avais envie de réfléchir, en fait. Bon, j'étais le plus vieux et j'étais le seul avec des enfants. Évidemment, chez les digital nomades, mais du coup, j'étais pas un digital nomade. Mais voilà, ça m'a permis de réfléchir. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de raconter des histoires. Je me suis rappelé de 2 choses. La première, c'est que j'adore l'audio et j'adore les histoires. Et la deuxième, c'est que j'avais été marqué par un type qui s'appelle Pierre Bellemare, dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour les plus jeunes, Pierre Bellemare, c'est un peu comme le On Delade d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il raconte une histoire, c'est
impressionnant la narration. Et moi, je suis breton, donc j'étais en Bretagne, j'habitais à Rennes et j'allais dans le sud-ouest, c'était 8 heures de bagnole. Et dans ces 8 heures, il y avait toujours, à un moment donné, il y avait à peu près une demi-heure où on écoutait Pierre Bellemare. Ouais. J'avais 12 ans et c'était extraordinaire. J'étais pendu à ses lèvres. Mais vraiment, hein, je pense qu'on a eu les mêmes expériences. C'est vrai. Et en fait, à un moment donné, j'ai retrouvé cette sensation de me dire, mais voilà, c'est ça que j'aimerais reconnecter, c'est de raconter mon histoire d'entrepreneur, mais en aussi racontant les autres histoires des entrepreneurs, mais avec un côté narratif, en fait. J'ai vraiment eu envie de faire le lien entre mon ancienne vie et la nouvelle vie que j'avais envie de créer, en fait. D'accord. Et du coup, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et je me suis dit, ok, Xavier Niel pourrait être un des premiers beaux épisodes. Ouais, parce que c'est une belle histoire, c'est vrai. C'est une sacrée histoire, surtout que le mec, il a des nouvelles choses qu'il fait tous les mois, tous les 2-3 mois, il lance des nouvelles choses. Donc, faut le suivre en plus. Ouais, et puis il est un peu comme toi, c'est un aventurier, hein, le gars. Il lui est arrivé des trucs pas évident. Clair. Non, c'est clair. Et du coup, voilà, j'ai lancé un premier épisode de Xavier Niel en février 2021 en me disant, pour l'instant, je sais pas ce que ça va être. Je lance et on voit ce qui va se passer. Ouais. J'ai eu dans un premier temps, grâce à LinkedIn, puisque moi, LinkedIn, c'est un gros réseau pour moi, j'ai eu à peu près quasiment les premières semaines 1000 écoutes sur ces épisodes-là. Ce qui est beaucoup. Ce qui est quand même énorme, ce qui est beaucoup pour un premier. Et après, c'est descendu à 200. Je me suis dit, oh, la déprime. Et puis, il a fallu attendre 3 mois. Parce que là, à partir du moment où je me suis dit, toutes les semaines, je sors un épisode, j'ai sorti un épisode toutes les semaines. Et arrive avril, je sors un épisode sur Michel et Augustin. Oui. Et cet épisode-là, il y a un peu un avant, un après. Là où je végétais entre 100 et 200 écoutes par épisode, à cet épisode-là, je passe à 600, 800 écoutes par épisode. Alors c'est comment deux copains ont conquis la France dans leur cuisine. Ça, c'est le premier épisode. Exactement. Et après, comment s'est terminée l'aventure pour les fondateurs épisode. Exactement. Et voilà, de fil en aiguille. Pourquoi tu penses que celui-là, il a commencé à shifter? Parce que le deuxième épisode notamment, je raconte le fait que leur histoire, c'est pas si bien terminé que ça pour eux. Ouais. Pour faire simple, ils se sont fait virer par Danone. Ce que pas grand monde sait, hein, d'ailleurs. Ce que pas grand monde sait, parce que tous les deux, ils ont ce talent de raconter des histoires, justement, et la leur, ils la maîtrisent très bien. Ouais. Mais cette fin de l'histoire que j'ai entendue par plusieurs personnes, voilà, et je pense que c'est ce côté où, ok, on se rend compte qu'on peut galérer, quoi. Ouais. Que voilà, il n'y a pas que des belles histoires, il y a aussi des galères et des histoires qui se terminent mal. Et ce qui est très drôle, on en discutait avant de commencer à enregistrer, c'est que y a une vraie différence entre ce que tu produis aujourd'hui et tes premiers épisodes. C'est-à-dire, je vais le dire volontairement pour être un peu provocateur, mes premiers épisodes, tu fais un peu des bruitages à la bouche, tu fais plusieurs personnages avec ta seule voix, etc. Il y a un petit côté, voilà, on y va, on teste. On peut le dire, ouais, c'est très amateur. Ouais. Entre-temps, effectivement, je me suis formé à la voix off. Donc, j'ai passé une semaine à Paris avec des professionnels. Je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? J'étais au micro, je devais lire un texte et faire une voix off. Après, je devais faire un dialogue. J'ai pris cher, hein. Et ma formatrice, elle m'a dit que j'avais un vrai potentiel, mais qu'il fallait que je me canalise. D'accord. C'est un peu la thématique du podcast d'ailleurs, hein, avec nous. Et à la fin de la semaine, ça allait mieux, tu vois. Ok, ouais. Ensuite, je me suis formé au compte. Oui, d'accord. J'ai fait une formation pareil d'une semaine où j'ai appris les techniques pour raconter une histoire, comment on utilise le conte et le merveilleux pour implanter dans l'histoire. J'ai fait beaucoup d'exercices de diction, j'en fais tous les jours. D'accord. Ensuite, j'ai introduit dans tous les personnages des acteurs. Oui. Et j'ai retravaillé à fond, on a travaillé les structures des histoires pour vraiment arriver à un travail sonore beaucoup plus avancé. Donc effectivement, si vous écoutez une histoire maintenant et une histoire au début, il y a un monde d'écart. Ouais, clairement. Il y a un monde d'écart. Et pour moi, c'est un peu comme une start-up, mes épisodes. C'est un produit que j'ai lancé, qui était moche, mais qui fonctionnait. Jusqu'à ce que je l'itère. Je l'itère, je l'améliore, je l'améliore jusqu'à ce que ça donne un truc qui, je trouve, est quand même de bonne alloi. Ça claque de plus en plus. Là, l'épisode, j'ai écouté ce matin, c'était sur Joule,
qui est de Marseille, qui est juste à côté là. Et je trouvais que en fait, si tu veux savoir, sur les ingé sons, j'en ai utilisé 4. Et le dernier que j'ai, et je vous dirai pas qui c'est, il est ouf. Il est vraiment très très bon. Il fait des jeux sonores. Et c'est pour les gens qui s'y connaissent en son, quand on écoute, maintenant aujourd'hui, on se rend compte de la qualité sonore. Ouais. Et puis en plus de ça, c'est hyper important. Enfin, la qualité de ce que tu produis, ça va faire que justement, tu vois, moi j'écoute énormément de podcasts. Je te taquine un petit peu, mais les premiers épisodes sur Xavier Niel, etc. Tu vois, je les ai écoutés et avec plaisir. Avec plaisir. Mais c'est vrai qu'après, comme tu le dis, il y a un monde en termes de qualité de production. Après, moi, une de mes questions. Alors, déjà, moi, je suis fan, hein, donc je recommande l'écoute de ton podcast, pardon, à tout le monde. Donc, allez-y, allez gonfler les chiffres de Laurent, voilà. Et vous pouvez pas seulement les tout derniers, parce que vraiment il y en a plein. Je me souviens, il y a un épisode sur Jeff Bezos où là, vraiment, incroyable. Est-ce que je vais apprendre des trucs là-dessus? Et oui, en fait. Alors, on va pas spoiler, mais voilà, les épisodes sur Jeff Bezos sont super intéressants pour mieux comprendre le personnage qu'il est, un peu en dehors de ce qu'on peut voir sur le papier glacé. Voilà. Donc là, il y a des trucs super intéressants. Et je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Oui, si, ma question, c'est quand même, alors, produire un podcast comme le tien, ok, t'es tout seul ou après avec des acteurs, etc. Mais la problématique, c'est d'abord le contenu et la qualité du contenu, la qualité de l'histoire. Comment tu fais? Parce que ça doit prendre la vie des rats. Si tu savais le process, c'est probablement un jour de recherche entier. Ouais. C'est 2 jours d'écriture. Oui. Et après, c'est une demi-journée de montage et une demi-journée d'enregistrement. D'accord. Pour chaque épisode. Ouais. Donc effectivement, je travaille avec 4 freelances. D'accord. 2 auteurs, un ingé son. Ok. 2 auteurs, un ingé son, ouais, c'est ça. Et un 4e sur lequel, de temps en temps, il m'aide à faire les articles, etc. Aussi, parce que toutes les histoires, je les transforme en articles sur Inspire Média. Comme je te disais au départ, j'ai autant de lecteurs que d'auditeurs aujourd'hui. Ouais, complètement. Donc oui, c'est un travail de dingue et c'est un coût un peu plus de 2000 €, 2500 € par mois. Mm-hmm. Donc je me dis, ok, certes, c'est de l'argent, c'est du temps, mais ça va payer sur la durée. Parce que je suis le seul en France sur ce sujet-là à avoir ce podcast. Alors, je me dis que c'est hyper différenciant. Ouais, et en fait, moi, je t'ai découvert, on l'a évoqué juste parce que j'écoutais Business Wars, en fait, donc il y a un podcast en anglais qui raconte des histoires d'entreprises, souvent américaines d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai retrouvé un petit peu ça chez toi aussi, et pour des gens qui aiment même pas, tu vois, on peut se poser la question, ok, les histoires d'entrepreneurs, mais non, c'est juste des histoires. Parce que c'est des histoires de vie, c'est des tranches de vie. Alors ok, il se trouve que le fond de l'affaire, ce sont des entreprises ou des créations d'entreprises, quoique voilà, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est juste passionnant. C'est juste passionnant. L'idée, c'est ce qui m'a inspiré. Moi, très clairement, je me suis inspiré de Guerre de Business, parce qu'il y a une version française. Hein. Il y a Business Wars et Guerre de Business en français qui est reprise en France par Prisma Media. D'accord. Et la voix, c'est Lomique Guillot. Toujours est-il que je me suis beaucoup inspiré et que pour moi, ça doit être je vais dire le mot en anglais, entertainment. Ouais. On doit s'amuser, on doit prendre du plaisir. Ça doit pas être juste un gars qui lit un texte. On doit avoir comme une série Netflix, tu vois. Ça doit être rythmé. Tu vois, l'idée, c'est par exemple, j'ouvre avec une scène où on est directement mis dans une scène un peu particulière. Pierre Chapas, quel coup. La scène d'ouverture, moi je trouve en montage sonore, elle est super bien faite. Il tombe, il est en train de discuter avec son associé qui est directeur marketing. Il tombe dans le restaurant d'épuisement tellement il est fatigué parce qu'ils n'ont pas levé de fonds et qu'ils sont à la limite de faire faillite.
et il tombe dans le restaurant d'épuisement. C'est une scène réelle que le monteur a reproduit en fait, où on entend la vaisselle tomber, etc. dans le restaurant. Mais tu vois, ces scènes-là d'ouverture qui permettent directement de s'immerger. Oui. Et moi, quand maintenant on travaille nos textes, on veut que les gens prennent du plaisir et rentrent dans l'histoire. Tu vois, c'est vraiment... Alors, tu vois, tu évoquais le fait que tu écoutais Pierre Bellemare dans la voiture de tes parents. Je vais te raconter une petite anecdote qui est, on part en vacances, la famille Barrault part en vacances en voiture. Comme c'est moi le boss, c'est moi qui décide ce qu'on écoute à la radio, et je mets entre autres tes podcasts. Et à un moment, on arrive là où on devait arriver, et donc je coupe. Okay, et là, mes deux filles à l'arrière disent non, attends, laisse, parce que elles avaient été prises dans le truc et elles avaient envie de connaître la fin de l'histoire. C'est génial. Quel âge elles ont ? Alors la plus vieille a 19 maintenant. Enfin à cette époque-là, elle devait en avoir 18 et 15. Tu vois, génial. Et on est resté comme des cons pendant 10 minutes dans la voiture pour écouter la fin de l'épisode, alors qu'on était arrivé, ce qui est quand même bon, voilà. Donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu arrives effectivement à créer un univers, à faire rentrer dans l'histoire de personnages. Aujourd'hui, alors tu dis effectivement sur le long terme. L'avantage du podcast, c'est aussi que tu cumules les audiences. C'est-à-dire que tes premiers épisodes, ils sont toujours là, ils font toujours des écoutes, et peut-être qu'ils en font moins qu'à leur sortie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois sur la colle. Sur les 10 premiers épisodes, il y a toujours quelques écoutes qui traînent par-ci, par-là. Donc ça, c'est intéressant parce que tu cumules de l'audience. Et donc, plus tu tiens... mieux c'est. Aujourd'hui, c'est quoi je sais pas si tu veux en parler d'ailleurs, mais c'est quoi ton business model ? T'arrives à en tirer des subsides de ça ? Alors, c'est une vraie question sur le business model. On pourrait y passer du temps. Moi, j'appartiens à un label qui s'appelle Orso Media. D'accord. Qui est un label qui a été lancé par Mathieu Stéphanie avec Christopher Siminelli. Donc Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Donc on est une quinzaine dans le label et l'idée c'est que le label va commercialiser des inventaires sur le podcast. D'accord. Donc j'ai eu un premier sponsor le mois dernier et l'idée c'est qu'il puisse à terme vendre un peu nos podcasts et qu'on puisse faire après de la promotion croisée entre podcasts. D'autant que dans cette affaire il y a du lourd. Alors il y a Génération Do It Yourself, ok, mais la Martingale, Le Panier, Richissime avec Delphine Pinon. Enfin, il y a des gros podcasts qui sont des belles réussites. Entreprendre dans la mode avec Adrien Garcia. Enfin, t'as des gens qui ont démarré depuis quelques années. Donc oui, je suis bien accompagné. Moi, je fais partie aujourd'hui des petits podcasts, mais je suis un podcast qui grossit maintenant depuis quelques temps. Je suis passé de 1000 à... Aujourd'hui, je suis à 2000 écoutes semaine. Ouais, c'est pas mal, hein. Tu vois, mais ça continue de grossir parce que justement, là où... Oui, mais ça alors juste pour... parce qu'il y en a qui... versus les données sur YouTube, etc. Alors, dans mon souvenir, typiquement, si dans les 7 premiers jours, tu fais plus de 50 écoutes, tu es déjà dans le top 50% des podcasts dans le monde. Si tu fais plus de 2000 écoutes dans les 7 premiers jours sur ton épisode, tu es dans le top 1% des podcasts dans le monde. Alors je suis pas sûr que je fasse, il y en a certains j'ai fait mais pas tout. Ouais, mais tu vois, tu es dans le top 2000 écoutes sur un épisode. 5% des podcasts dans le monde. Voilà. Tu vois, c'est bluffant quand même. Tu vois l'investissement et l'argent et le temps que j'y consacre. Ouais. C'est-à-dire que contrairement aux podcasts d'interview où je dis pas qu'il n'y a pas de travail, je dis simplement que c'est un autre travail. Merci. Non. non mais c'est vrai, il y a du travail. D'ailleurs, est-ce que tu connais Guy Raz? How I Build This, oui, qui est pour moi le meilleur intervieweur entrepreneur qui existe. Il prépare toutes ses interviews avec des questions. Le mec, il travaille. Pour moi, c'est le meilleur, un des meilleurs intervieweurs sur le sujet. Parenthèse fermée. Donc oui, il y a du travail, mais c'est des contenus qui sont
pérenne et evergreen. C'est-à-dire que tu tapes aujourd'hui Xavier Niel dans l'appli podcast, je suis probablement dans les 3 premiers à sortir. Ouais. Tu tapes, je sais pas, Marc Simoncini, je sors aussi. Ouais. Tu vois, petit à petit, je conquiers les places une par une. Et sur le média aussi, c'est-à-dire que en référencement, si tu tapes Catherine Barba, si tu tapes Yann Koum, si tu tapes un certain nombre d'entrepreneurs, je suis dans les premiers résultats aussi. Ouais. Donc petit à petit, sauf que du coup c'est un jeu long game. Oui. C'est-à-dire que pour que je gagne et que je puisse commercialiser, il faut que je sois patient, mais il faut que je puisse en vivre aussi. Et, j'ai des petites problématiques, c'est que étant sur un crédit vendeur et devant payer les impôts avant que j'ai reçu l'argent, j'ai un petit souci. Donc tout ce que je vais gagner, je vais le donner aux impôts. C'est un problème de trésorerie, Laure. Ah, c'est un gros problème de trésorerie, donc je dois vivre de mon activité assez rapidement, si tu veux savoir. Je comprends. Donc, je vais répondre à ta question. Ma monétisation, aujourd'hui, j'attends cette semaine. Mon premier client, ça sera un client qui me permettrait qui m'a demandé de raconter l'histoire de son entreprise. En audio et en écrit. D'accord, ouais. Et moi... Ce qui est pas con, hein. Et comme j'ai un deuxième petit podcast qui s'appelle « Il était une fois l'entreprise » sur lequel je voudrais mettre aussi des petites histoires d'entreprise, je pourrais aussi commercialiser. Tu vois, l'idée, c'est vraiment... Il me dit, nous, ça fait 20 ans qu'on existe et personne, je dis bien personne, n'a jamais raconté l'histoire dans notre boîte. Donc, quand les gens arrivent chez nous, ils entendent des bruits à droite, à gauche. Nous, ça nous permet d'avoir notre histoire écrite et racontée et qu'on va pouvoir utiliser en onboarding, dans les meetings, tu vois, il y a un côté histoire de la boîte. C'est smart, ça. J'aime bien. Ouais, et c'est ça que je suis en train de commercialiser. Donc voilà, mais effectivement, je vais gagner avec le sponsoring. Si je gagne 2 000 € par mois, ça couvrira à peine mes frais de production. Ouais. Et que tout ce que je fais à côté me permettra moi de me verser un salaire. Ouais, je comprends. Ok. S'il y en a parmi nos auditeurs qui ont envie de faire raconter leur histoire, comment on te contacte? C'est quoi le plus simple? C'est laurent@l'apprenti.fr. Voilà. Parce que envoyez-moi un mail. Ça s'appelait l'apprenti. Exactement, oui, le podcast a changé de nom. Il était une fois l'entrepreneur est devenu l'apprenti. Tu vois, je fais exprès pour que ça soit un problème de diction. Ah oui, j'avais une autre. Je suis désolé, je te prends du temps, mais comment tu choisis tes sujets? Ah, c'est une grande question. Ouais. J'essaye de varier entre français, américain et connu, pas connu. D'accord, ok. Histoire d'avoir un peu de variété. Ouais. Et à un moment donné, je faisais beaucoup de tech, de mecs dans la tech. J'ai arrêté, et puis j'ai introduit. Je me suis rendu compte de faire des célébrités qui étaient entrepreneurs, c'était aussi intéressant. Ça permettait d'avoir un autre angle. Puis ça drive de l'écoute, hein. Je suis persuadé. Ça drive de l'écoute. Et comme tu le dis, c'est un truc de longue traîne, c'est-à-dire que l'histoire des entrepreneurs stars, elle reste, on va dire. Et puis elle va pas changer l'histoire. Ouais, et puis quand bien même l'histoire change, tu peux faire un nouvel épisode sur le pourquoi, du comment, du parce que. Et, je pourrais, ouais. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Et comme ça, tu continues, tu vois, tu peux faire des séries. Ok. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le podcast, ce serait quoi? N'y va pas, viens pas faire chier. Non. Pour moi, il n'y a pas assez de podcasts, paradoxalement. Je trouve que il faut prendre vraiment le temps de trouver son ton et sa ligne édito. C'est hyper important parce que comme 90% des podcasts, c'est des podcasts d'interview. Si tu fais une interview, il faut que c'est un angle. Et surtout, il faut que le sujet te plaise pour que ça soit durable, en fait. Parce qu'il y a un phénomène que j'observe beaucoup, c'est des gens qui démarrent et qui arrêtent le podcast parce que c'est un médium qui est très exigeant. Pour durer. Tu me disais tout à l'heure que toi, tu prenais beaucoup de plaisir régulièrement avec des invités. Tant que tu prends du plaisir, tu auras envie de le faire. Tant que tu auras envie de le faire, ça s'entendra. Attends, pouf. Je vais dire la vérité à ceux qui nous écoutent. C'est que j'ai fait l'erreur parce que je voulais tenir le rythme, etc. Parfois, d'avoir 1 ou 2 invités où j'étais pas à fond et j'étais pas passionné par
complètement passionné par le sujet. Et je me suis rendu compte que justement, ça devenait un pain-somme. Tu vois, c'est un peu ce que tu dis, c'est à un moment, parce que c'est beaucoup de boulot, quoi. Enfin, c'est comme pour toi, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'heures, voilà. Et moi, je fais ça entre 2h et 3h du matin, hein, voilà, ou le week-end. Parce qu'il faut rappeler que monsieur, il a deux enfants et qu'il a une école à gérer. Ouais, c'est ça. Il a une école à gérer. Voilà, exactement. Et donc, je dois être dans le plaisir parce que sinon, j'y vais pas et sinon, ça traîne, etc. Et c'est pas bon. Et donc, aujourd'hui, ma position, c'est de dire, je ne prends que des gens avec lesquels j'ai envie de passer un moment et au contraire où quand j'arrête l'enregistrement, je me dis merde, c'est con, c'est trop court. Voilà. Et donc d'être aussi dans cette logique de plaisir, tu parlais de trouver un ton, c'est aussi ce ton-là du plaisir, c'est le ton de se dire mais je suis là pour moi. Alors très bien, il y a des gens qui écoutent, super. Et je suis très content justement d'avoir des retours de gens, parfois complètement improbables d'ailleurs. Là aussi, tu vois, dans la série Les Histoires improbables, de temps en temps, il y a dans ma vie tous les jours, je rencontre des gens qui me disent ah mais je t'ai écouté. Alors que vraiment, j'aurais pas imaginé ça. Et donc voilà, cette logique de plaisir, elle est super importante. Donc je comprends aussi. Est-ce que t'as eu un retour, toi, qui t'a surpris ou qui t'a particulièrement fait plaisir? C'est un mail. J'ai reçu un jour un mail du youtubeur Norman. Oui, ouais. Je pense de Norman fait des vidéos. De Norman fait des vidéos. Qui m'envoie un mail, il me dit Laurent, j'adore ce que tu fais, j'ai écouté tous tes épisodes, je voulais te dire bravo, je suis en train de m'initier au business parce que je veux lancer pas mal de business et ton podcast me permet de m'éduquer au business et m'inspirer. Wow. Et ce feedback, ce retour m'a beaucoup touché parce que c'est vraiment l'inspiration que j'ai. C'est alors, pas forcément à des Norman qui sont connus, mais même Monsieur Tout-le-Monde qui écoute l'histoire se dit ah ouais. En fait, je vois la façade, mais le mec, il en a bavé, il a failli faire faillite 10 fois, et qu'en fait, c'est pas si simple, et que c'est des gens comme toi et moi. Au final, c'est pas des surhommes, c'est juste que ils vont un peu plus loin que les autres, et ils acceptent de souffrir parfois, ou ils abandonnent pas, et donner ce petit semblant d'éducation, en disant voilà, c'est possible. Tu vois, c'est des gens comme toi et moi. Et ce retour de Norman m'a vachement touché, en fait, parce que il y avait un côté très, très humble dans sa démarche. Ouais. Aujourd'hui, t'es un mec heureux, Laurent? Professionnellement. Oui. Professionnellement, oui. Je suis très heureux. Il y a deux hauts et des bas pour l'instant. J'ai pas encore... En fait, ce qui me manque, c'est que je dois lancer mon offre pour raconter les histoires des entreprises. Ouais. Je l'ai pas lancé. Ça fait 1 mois que je me prends la tête parce que j'ai reçu 10 000 feedbacks sur mon offre. Et c'est juste ça. C'est que c'est mon côté entrepreneur. À partir du moment où je vais en vivre mon activité, c'est comme si j'avais un tampon de validation. Ouais, je comprends. Pour moi, tant que je ne vis pas de mon activité, il manque un truc. Et il manque une dimension fondamentale. Quand les gens mettent de l'argent sur toi, ça veut dire qu'ils croient dans ce que tu fais. Ouais. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas encore atteint je facture des choses, mais j'ai pas encore atteint le truc. Et je sais que quand j'aurai... voilà, c'est juste ça qui manque pour être vraiment heureux professionnellement. Mais sinon, écoute, je passe mon temps à lire, je passe mon temps à écrire, je m'éclate. Donc les 35 ans ont servi à quelque chose. Exactement. Et aujourd'hui... Mon idée, c'est de créer une boîte qui soit en lien avec ce que j'ai souffert avant, à savoir, j'ai souffert de ma réussite. Désolé, c'est très prétentieux de dire ça, mais quand tu passes de 0 à 2, 3, à 10, 15 personnes, c'est plus la même activité, en fait. Oui. Et ça, faut que j'en sois conscient que ça me correspond pas. Oui. Du coup, m'entourer de freelance, trouver un modèle de boîte qui me corresponde plus, c'est vraiment un des trucs sur lesquels je suis le plus attentif, quoi. Ok, super intéressant tout ça. Alors je le recommande encore 1 fois, 1000 fois. Voilà, allez écouter les podcasts de Laurent. Vraiment, vous vous embêterez pas. Et si vous aimez qu'on vous raconte des histoires, voilà, vous serez pas déçus. Laurent, tu vas pas y couper parce que ce sont les 7 dernières questions rituelles de la colle.
mais en bon podcasteur que tu es, tu vas t'en débrouiller hyper facilement. Dis-nous, Laurent, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, apprendre. Bah déjà, ça fait écho avec l'apprenti, qui était la première version du podcast. Ouais, apprendre. Et puis, en plus de ça, ça fait écho à la baseline de la colle, qui est apprendre comme si tu devais vivre toujours. C'est une obsession chez moi. Et aujourd'hui, alors tu l'as dit, tu lis, tu écoutes beaucoup de podcasts. Ouais. C'est quoi? Tiens, alors c'est question. Forme. Oui, très bien. Je t'ai parlé de la formation voix off, la formation sur les comptes. Oui, c'est je vrai. me paye des formations, j'investis régulièrement pour me... Ouais, exactement. Et question à la con qu'on retrouve dans plein de podcasts, si tu avais un bouquin à recommander. Et tu sais que ça marche bien, hein, parce que moi j'ai acheté plein de bouquins que j'ai pas forcément lus, Bouge pas. qui avaient été recommandés. Un bouquin extraordinaire que j'ai lu il y a 2 semaines, Ouais. La France sous nos yeux. D'accord. C'est un sociologue statisticien qui parle de la France, comment la France a changé dans les 10-15 dernières années, en parlant de l'amazonisation, la logistique, pourquoi les centres de la désindustrialisation, la gentrification. Enfin, c'est fait de façon hyper... et ça a remporté d'ailleurs le prix des lecteurs. La France sous nos yeux, je crois que c'est Cassedi, je sais plus comment il s'appelle le gars. Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Exactement, Jérôme Fourquet. Livre de l'année 2001 du magazine Lire. 2021 J'ai l'air intelligent, hein, mais juste pendant que tu parlais, j'ai cherché sur Internet. Il est extraordinaire, D'accord. je le recommande. Pour comprendre notamment pourquoi certaines régions votent plus Front National que d'autres. Ah, ça se regarde, en effet. Quel est le mot que tu détestes? Innovation ou disruption. Ah, intéressant ça. Pour un mec qui raconte des histoires d'innovation et souvent de disruption. Bah parce que c'est des mots qu'on nous a servi un peu à toutes les soupes. Ouais. Et que je trouve que c'est devenu des lieux communs en fait. Et du coup, ils n'ont plus de... On leur a enlevé toute la saveur. Ok. Je prends le son ou le bruit que tu aimes. Les petits oiseaux. Et la campagne, en fait, ça me repose. Oui. T'es toujours à Marseille, au fait? Toujours. D'accord. Il y a un vent aujourd'hui. Alors, du coup, j'ai découvert récemment l'ASMR, d'ailleurs. Ah oui? Et tu aimes ça? Tu sais ce que c'est? Oui. Alors, j'aime pas ça, mais je trouve hyper intéressant le phénomène. Je me dis, mais comment je pourrais le réintroduire dans mon podcast en faisant peut-être des bruits? Mais c'est trop, c'est chelou de faire des bruits ASMR. Mais on est d'accord. Sur un podcast de narration, mais bon. Oh, je sais pas. Non, mais il y a peut-être un truc à faire. Alors, un truc, tu sais, ouais, on me dit, tu sais, il gratte avec des trucs. Tu sais, tu ferais ça, là. Oh là là, on gratte sur le micro. Est-ce que vous aimez ça serait extraordinaire. C'est un truc à se flinguer. Je déteste ça. Le son ou le bruit que tu détestes, justement? Moi, je fais partie des gens, quand j'étais en colle, justement, c'est le bruit de la craie sur le tableau. Ouais. Ok, c'est horrible. Grand classique. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Bah écoute, vu que j'habite à Marseille, j'ai dû adopter les mœurs locales. Donc je ne vais pas te surprendre en disant putain. Non mais c'est putain. Ouais, alors j'arrive pas. Il y a un G à la fin du putain. Ouais, mais bon, voilà, mon côté breton se refuse. Tu parles breton un peu ou pas? Non, à part Kenavo. Ouais, mais ça compte pas. Ça. Ouais, c'est ce que je devais dire. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée. Alors sur les citations, je suis pas bon du tout. Je saurais pas te répondre à celle-là. Je pourrais que j'en trouve. C'est vraiment sur les trucs de citation. Des fois, j'en vois et je me dis ah ouais, extraordinaire. Alors c'est une citation de stoïcien qui s'appelle qui dit Memento Mori. Ah vas-y, tu me. Alors c'est à l'époque, donc époque romaine, à chaque fois que les généraux revenaient de campagnes victorieuses à Rome, ils avaient tout le droit à tout un défilé qui porte un nom dont je me rappelle plus le nom. Et pour éviter que les généraux prennent la grosse tête et du coup derrière l'intention de renverser le Sénat, il y avait un gars qui était à côté du général qui lui susurrait délicatement Memento Mori.
Memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Rappelle-toi que tu vas mourir. Justement pour ceux qui se rendent compte que il y a une victoire aujourd'hui, mais que profite du moment, mais ça veut pas dire que tu pourras faire plus que ça, quoi. C'est profite du moment. Ouais, ok. Tu vois, il y a un côté, joli. Il fallait... Tu vois, t'es un mec qui raconte des histoires, j'adore. Mais c'est vrai. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Là aussi, je te laisse du temps pour réfléchir. Je comprends mieux j'aimerais bien que tu ne coupes pas là, parce que je comprends mieux l'idée du pré-briefing. L'idée du pré-briefing, Ouais. Il nous a raconté des belles histoires. Mmh. Il nous a émus. Mmh. Il nous a inspirés. Mmh. Et pour ça, merci. Tu vois, il y a un truc comme ça où ce que j'ai... Ça fait un peu trailer de film américain. C'est vrai. Non, mais c'est Dieu qui est devenu américain entre-temps. Pourquoi je dis ça? J'ai un côté... j'ai envie de laisser une trace, en fait. Et finalement, tu vois, quand je te parlais de long game, que les gens vont taper des noms d'entrepreneurs, bah, c'est moi maintenant qui vont voir partout. Ouais. C'est un peu mon idée, c'est de laisser une trace et de laisser une trace avec mes histoires. La voix, d'ailleurs, il y a un sujet qui est très important sur la voix, c'est que la voix ne ment jamais. Tu penses qu'on peut pas déguiser sa voix? Non. Alors, on peut essayer de déguiser, mais je trouve qu'on entend, contrairement à l'acting physique, je trouve que la voix, quand on se coupe du physique, on se perçoit des nuances et des sensations, si je puis dire, qui sont tellement puissantes que la voix ne ment jamais. Mmh. Pour moi, en tout cas. C'est vraiment une remarque entre podcasteurs, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, à partir de là, tu vois, on est entre nous, hein, parce que on a perdu les 3/4 des auditeurs, donc c'est vraiment les aficionados qui restent jusqu'au bout comme ça. Laurent, encore une fois, un grand merci du temps que tu m'as consacré. Il était une fois l'entrepreneur. D'ailleurs, je pense que avoir changé l'apprenti pour il était une fois. Moi, je suis un fan de ces 4 mots que sont « il était une fois ». Je pense que c'est les 4 mots les plus puissants de la langue française. Pourquoi ? Parce que quand tu les entends, tu te mets dans un autre mindset, tout simplement. Et bah voilà, « Il était une fois l'entrepreneur », c'est le podcast que vous devez aller chercher sur n'importe quelle plateforme. Ici, il est sur toutes les plateformes. Voilà, et vous likez, vous abonnez, vous commentez parce que c'est hyper important pour le référencement. Donc voilà, à vous de jouer, auditeurs de la colle, vous le regretterez pas. Merci Pierre. Merci beaucoup Pierre. Un grand merci Laurent. Un grand merci. Salut à tous. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne